De l'investiture du 47e président américain Donald Trump, un nouveau débat est né au Cameroun, notre pays qui est en pleine année électorale. C'est le débat sur la qualité des discours proposés par les candidats à l'élection présidentielle. Ils viennent avec des propositions qui tournent autour des thèmes tels que transition, tels que alternance ou alternative, au moment où les Camerounais veulent une politique réelle et directe telle que proposée par Donald Trump. Qu'est-ce que vous entendez faire pour régler telle ou telle autre difficulté? Est-ce que ça passe forcément par ces concepts de transition, d'alternance ou d'alternative? Qu'est-ce qu'on retient justement de ces propositions des partis engagés à cette élection présidentielle? On le verra avec les invités autour de notre table de la causerie de tous les soirs. C'est le grand soir qui commence et en direct sur Capital FM 102.8. Mais on se souviendra de Gabriel Dodo Doké, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. C'est le 21 janvier 2023 qu'il sera brutalement arraché à la vie. 2 ans plus tard, on s'en souviendra, mais surtout qu'on observera qu'il n'a pas été remplacé à la tête de ce département ministériel après 2 années. Comme lui, 3 autres membres du gouvernement sont partis depuis 2021 et n'ont toujours pas été remplacés. La question de remplacement des membres du gouvernement décédés est-elle sans objet pour le chef de l'État? On en parlera en mise en bouche dans le cadre de ce programme qui reçoit Ernesto Yéné comme invité pour la première fois, on va le dire, depuis le début de cette année. Il est de la Fondation Conseil Jeunes, consultant en développement local, membre actif de la société civile, on va le dire en raccourci. Ernesto Yéné, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV. Merci de me recevoir ce soir dans le grand soir. Allez, bienvenue dans le grand soir. Yaoundé, 16h, si ce n'est pas évident pour se déplacer. Merci pour les efforts que vous avez développés pour arriver à temps et participer à ces échanges. Comme Ulrich Samuel Vondo, il est pasteur de façon permanente, membre de la société civile. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci déjà de m'avoir invité. Je crois que le débat serait très riche. On espère bien. Oh ouais. Mais on voit de plus en plus les pasteurs dans les sujets sociopolitiques. Pourquoi c'est cet engagement de plus en plus impactant, de plus en plus visible? C'est juste parce que nous sommes fatigués de voir des personnes qui viennent avec des problèmes déjà que l'État peut résoudre facilement. Aujourd'hui, quand une personne qui dit j'ai faim et que l'État peut donner la nourriture et qu'ils viennent pleurer auprès de nous, qu'est-ce qu'on va faire, Jaja? Vous le renvoyez à l'État. On ne rend pas l'État, on va prier pour lui. Maintenant, quand on va commencer à prier pour lui, il ne voit pas la solution, il va dire que nous sommes des faux pasteurs. Et alors que. alors que vous êtes en train de fuir vos responsabilités. Ce n'est pas que c'est de fuir les responsabilités, Jaja. Les affamés, les affligés doivent venir vers vous. Non, on reçoit tout le monde déjà auprès de nous, mais il y a un problème, c'est qu'il y a une problématique de temps pour moi parce que. Jésus a dit laissez venir à moi toute personne qui est fatiguée et chargée. Mais au Cameroun, il y a tellement de gens qui sont chargés, les fardeaux sont tellement gros que même l'Église ne peut plus contenir la grosseur de ces charges-là. Ils sont débordés, ils sont dépassés. On est débordés par Jésus. On n'est pas Jésus pour contenir les charges, mais on fait le peu qu'on peut. Mais j'espère que ce que je dis à tous ces gens, ce n'est pas aller au match central ou bien à la poste centrale courir pour les sacs de riz. Ça va aller. En restant dans la foi. Est-ce que courir pour les sacs de riz est mauvais quand il faut nourrir le ventre? Non, ce n'est pas que ça nourrir le ventre. Le Cameroun n'a pas besoin de ça, Jean-Jacques, de nourrir le ventre. Quelqu'un parlait d'aller mettre le drapeau en masse. Nous sommes encore pour nourrir le ventre. Suivez mon regard. Mais eux, ils sont bien loin. Nous, on a encore ces problèmes de ventre vide. Non, le problème, c'est qu'on a commencé tout le monde. On va se mettre à rêver d'aller hisser un drapeau. C'est pas que ça ne rêvait. C'est pas que ça ne rêvait, c'est que c'est juste qu'on a besoin que. Nous sommes une minorité. Ce n'est pas les États. Là-bas, c'est beaucoup d'États. Ici, c'est 12 provinces. Comment on fait pour gérer 12 provinces à l'aide des pasteurs et des prêtres? Vous parlez de 10 régions. Hein. Non, 10 régions, oui. Voilà, parce que si vous avez à 12 provinces, c'est que vous nourrissez les gens qui n'existent pas. Dans votre... La comté Kondengui. La comté Kondengui, peut-être la région principale ou bien nouvelle. Dans tous les cas, Jean-Baptiste Ateming est un habitué. Merci d'être des nôtres encore ce soir pour enrichir justement ceux qui nous regardent ce soir. Monsieur le maire, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de me recevoir ici au nom du RDPC et je salue les autres copanélistes aussi.
Je salue toutes les populations de Ngoumou. Oui. Et Alors, question, tous les sympathisants et militants du RDPC. question d'un habitant de Ngoumou. Est-ce que monsieur le maire a encore le temps de travailler? Vous savez, le maire ne travaille pas qu'au bureau. Il travaille même très peu au bureau parce que le bureau d'un maire, surtout d'une commune moyenne comme Ngoumou, ce n'est pas le bureau d'un ministre ou d'un directeur d'administration centrale. Donc, je n'ai pas plus de 2 parapheurs à traiter pendant plus de 30 minutes. Si je reste dans mon bureau, je m'ennuie au bout de 30 minutes. Donc, je suis continuellement sur le terrain ou à la recherche des possibilités de développer la commune. Et j'ai la chance d'être à proximité de Yaoundé, donc je peux moi-même suivre mes dossiers à Yaoundé tous les jours. Venir faire le pied de gauche. Et ensuite, la proximité avec Yaoundé me donne un peu plus de temps aussi pour aider le bureau national des CVUC, pour lequel je travaille beaucoup aussi. C'est une association qui nous apporte beaucoup. Cette année, nous préparons des journées économiques internationales, la 3e édition en juin. C'est une grande opération avec près de 30 pays invités, des délégations d'hommes d'affaires, de banquiers de tous les continents, et y compris en Afrique. Et surtout, nous recevrons toutes les communes du Cameroun. Donc, en dehors de ça, il y a un certain nombre de réformes où nous sommes associés par l'État central, et il faut bien, pour toutes ces réunions, qu'on se répartisse le travail. J'essaie d'apporter ma contribution aux côtés du président Tamba et de tout le bureau national. On se répartit souvent un certain nombre de réunions. À ce moment, on attendait voir les maires un peu moins en costume, mais plus en jean, bottes, casque pour être sur les chantiers. Oui, quand je suis à Ngoumou, je ne peux pas être en costume cravate quand je vais dans les villages et dans les chantiers. En tout cas, il m'arrive même d'être agriculteur là-bas, ou jardinier au niveau de la mairie ou de la ville, donc je ne peux pas être en costume cravate toujours. En tout cas, c'est le plateau qui lui impose un peu costume et cravate, mais ne vous gênez pas, venez en casque si vous voulez, c'est notre causerie du soir, c'est en toute amicalité qu'on peut participer. Ils vont accepter, si vous voulez du terrain, parce qu'on vous appelle pendant que vous êtes en train de travailler, il faut bien qu'ils voient que vous êtes effectivement dans la tenue du maire qui est sur le terrain. Hubert Volo, merci d'avoir accepté justement au pied levé de venir remplacer, on va le dire, Bakary Ngam Bespa, le président national du Cameroun En Marche, qui a quelques soucis dans la circulation. Il nous a écrit il y a une vingtaine de minutes qu'il a eu un accident dans la circulation. Et immédiatement, nous, vous appelez. Vous êtes le secrétaire national à la communication du CAC. Le nom ne nous échappe pas, on va le retrouver tout à l'heure. Mais merci d'être là, Hubert. Merci, Jean-Jacques, bonsoir. Vous savez, quand un aîné respectueux et respectable vous appelle, même si c'est à la dernière minute, si les conditions climatiques et humaines, physiques, si vous voulez, permettent à ce qu'on fasse le déplacement, on ne peut pas bouder cela. Donc, les conditions climatiques ont permis que vous arriviez. Voilà. Il a plu ce matin à Douala, oui. Il a plu dimanche à Kribi et à Bomba. Les pluies commencent à arriver. Quelqu'un me confie aujourd'hui qu'au regardant le ciel de Yaoundé, que la pluie n'est plus loin. Je voudrais donc, si tu permets, exprimer mes civilités aux co-discutants, à M. le maire Jean-Baptiste, que je retrouve avec beaucoup de joie. Également à très nombreux téléspectateurs. C'est un honneur, un plaisir pour moi d'être là. On commencera par justement à rendre hommage à Gabriel Dodo Ndoké. On vous le disait, c'est le 21 janvier 2023 qu'il a été brutalement arraché à la vie. C'était comme un coup de tonnerre sur ciel clair, personne ne s'y attendait. Et puis, c'est arrivé. La réaction va nous aider avec quelques photos du ministre Gabriel Dodo Ndoké. C'est un jour de recueillement à Batouri et dans d'autres localités en souvenir à cette illustre personnalité, membre du gouvernement à 51 ans, qui quittait ainsi la scène sans crier gare. Triste souvenir. Comme Gabriel Dodo Ndoké, plusieurs autres membres du gouvernement ont quitté brutalement leurs fonctions depuis 2021. On citera le ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture chargé du développement rural, le ministre Ananga Messina, parti en 2022. On citera également Alim Ayatou, qui était secrétaire d'État
à la santé, chargé des épidémies et des endémies. On citera également Adoum Gargoum, qui était secrétaire d'État au ministère des Relations extérieures, chargé du monde islamique. Ça fait 4 disparitions de membres du gouvernement et qui jusqu'à présent n'ont pas été remplacés. Gabriel Doudou Ndoké et les autres, le remplacement est-il sans objet au niveau du gouvernement? Ernest Oyene. Bon, tel que les choses sont parties, on a l'impression que c'est un choix de ne pas vouloir remplacer ceux qui sont partis. Tu fais bien de citer ces membres du gouvernement, mais on peut aller plus loin. Même à l'Assemblée nationale, on a 7 députés qui sont morts. Même chez M. Atemengue dans son parti, on a son bureau politique qui a été décimé aussi, jusque-là où il n'y a pas eu de remplacement. Ça pose vraiment le problème de la gestion des ressources humaines chez nous. Est-ce que ne pas pouvoir à un poste n'est pas le signe d'une espèce d'aveu d'incompétence quelque part? Lorsqu'il y a un organigramme prévu et qu'il y a un vide là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est de 2 choses l'une. Soit ce poste ne servait à rien, soit il y a une impossibilité, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut faire le travail. Il n'y a pas d'autres compétences qui peuvent faire le travail. Ce ne sont que les deux hypothèses qu'on peut avoir. Alors, pensez que ce poste ne servait à rien. On parle quand même là de ministres qui avaient des postes clés. Comment imaginer que ces postes-là ne servaient à rien? C'est tout ce qui peut interloquer l'observateur, le citoyen lambda, de se demander, mais si dans cette masse de 66 ministres assimilés qu'on a dans notre gouvernement, on n'arrive pas à ressentir le vide d'un ministre comme celui-là, qui puise des mines, ça veut dire qu'il y a un problème. Quand on sait qu'il y a eu entre-temps aussi un petit jeu, un petit mouvement au niveau de la Sonamine et autres, ça pose des questions. Les autres ne sont pas moins importants. Adoum Gargoum, ministre délégué au Minerex, Ali Mayatou, après le Covid, on aurait voulu que les gens comme ça soient vivants pour peut-être dire des choses sur cette affaire-là. Ananga Messina du Minader, quand on sait aussi que le Minader a été interpellé sur beaucoup d'aspects. Tiens, la saison agricole va être lancée en mars. Je crois qu'en Goumou, par exemple, on aurait eu besoin qu'il y ait plus de présence dans les villages de ce type de ressources humaines-là d'abord. C'est la question que ça pose. Comme je l'ai dit, c'est de 2 choses l'une. Soit ils n'étaient pas importants, soit on n'a jamais trouvé quelqu'un, même au sein du parti qui gouverne, pour les remplacer. Et là, ça nous pose un problème. C'est pour ça que vous avez souvent les unes des jeunes Afrique du style Cameroun qui gouverne, ce genre de titres-là. Puisqu'un vide comme ça, qu'est-ce qui peut... il ne peut pas avoir une explication, mais qu'est-ce qui peut justifier qu'une chaise comme ça soit gardée aussi longtemps vide? Quand on sait que, ma foi, ce ne sera pas les compétences qui vont être pointées du doigt, Jean-Jacques. Il y a 25 000 ingénieurs camerounais en Allemagne qui, je dis il entre guillemets, qui ne sont pas chez eux, qui peuvent servir soit aux mines, à la santé ou à autre. Il y a des technocrates, même dans le parti au pouvoir, qui peuvent servir. Bon. Ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas. Ces choses-là ne s'expliquent pas, comme une chanson. Peut-être comme on a un pasteur au bout de la table, je ne sais pas, il nous donnera peut-être des explications, sauf s'il fallait jeter les courriers et questionner le vaudou pour comprendre ça, parce que ça ne se comprend pas, ça sort vraiment un peu de l'ordinaire. On a tendance souvent à justifier les choses chez nous en disant, même en France, il y a les routes gâtées, même aux États-Unis, il pleut. Bon, je ne sais pas comment on va expliquer ce type de vie. Peut-être parce que le chef de l'État ne ressent pas cela à son niveau. Ces absences ne semblent pas avoir un impact dans le fonctionnement du gouvernement. Si tel est le cas, ça veut dire que c'est un vide qui part. Eh bien, par conséquent, il y a des poches en plus. Il y a des poches en plus dans le budget en termes de fonctionnement de l'État. On réduit dans ces postes-là, tout simplement. On dit, bon, comme on ne peut pas pouvoir, eh bien, ça ne servait à rien. Le ministre des Mines va peut-être fondre dans le ministère de je ne sais quoi. On se sépare d'une poche de dépenses superflue. Si c'est bien sa décision à prendre. Mais j'ai dit, même plus loin, il y a comme une culture du vide chez nous. 7 députés qui meurent à l'Assemblée, au Sénat, des sénateurs qui meurent, alors qu'il y a une disposition qui prévoit comment on remplace ces gens-là. Une législature s'achève même. Rien on n'est n'organise fait. pas les partiels. On n'organise rien. Peut-être que ça coûte très cher. Peut-être, je ne sais pas. Ça doit être le choix du vide ou je ne sais pas, ou d'avoir cette ambiance morbide-là. Parce que je présume que même pour ses collègues de voir le bureau fermé, ça doit faire quelque chose, je dis. Là, c'est le pasteur qui vient parler, c'est lui qui peut bien parler si cette ambiance morbide là peut être utile au travail. Mais pour revenir au fond du sujet, Ulrich Samuel, 4 membres du gouvernement partis depuis 2021 et qui n'ont pas été remplacés jusqu'à présent. Quelle lecture on peut en avoir? Est-ce que c'est un sujet sans objet pour le chef de l'État et le gouvernement? Non, c'est un sujet très sensible. C'est un sujet tu ne peux pas faire que, même dans ta famille.
Si déjà tu es chef de famille et que tu apprends que quelqu'un qui était ton collaborateur meurt, il était tellement essentiel et qu'il décède. Comme il vient de dire tout à l'heure, mon collaborateur, il dit il y a tellement des ingénieurs qui sont en Allemagne. Il n'a pas cité en France, il n'a pas cité en Turquie, il n'a pas cité même au Cameroun. C'est vrai qu'aussi au Cameroun, on nous a appris du genre que quand on partait à l'école, on nous apprenait comment gérer celui qui a fait qui est parti en mer en bateau. Mais eux, en Europe, là-bas, on nous apprend vraiment les véritables codes. Ce que je peux dire, c'est vrai que M. Temenga avait un regard poignant vers moi. Il faut laisser M. Temenga avec son regard. Parce que c'est la question. Il va dire les choses. Est-ce qu'il a peur d'un regard? Si vous supportez le regard de Jésus, pourquoi vous ne supportez pas pour Jean-Baptiste? Ce n'est pas question d'avoir peur d'un regard. Est-ce que vous avez l'impression que tu ne peux pas me dire qu'un monsieur comme Ndokim décède et qu'il était tellement un moyen essentiel dans ce pays, il décède. Il n'y a pas, on va dire quoi? Il n'y a pas de remplaçant. Il n'y a pas de Camerounais. Même toi, même vous, Jean-Jacques, là, on peut vous nommer, vous pouvez vous en sortir, oui. Mais c'est le pasteur qui parle. Non, franchement, même M. Temenga qui est là peut gérer son poste. Hein? Vous voulez qu'on dise quoi? Quand on va dire que c'est incompétent, on va dire que non. Qui serait incompétent? On va dire que... Non. Bon, mais qui pasteur? Qui est un homme de vérité? Qui est incompétent? Parce que regardez, le chef d'État c'est quelqu'un qui a toutes les informations sur sa table. Oui. Hein? On peut dire c'est un chef, un grand chef. Il est mieux renseigné. Il est mieux écouté. Si un monsieur comme celui-là décède et que son bureau est fermé jusqu'à l'heure-ci, ça signifie qu'il y a de l'incompétence. Ça veut dire qu'on veut faire comprendre qu'il n'y a pas, entre guillemets, qui puisse le remplacer. Peut-être qu'on devrait confirmer le secrétaire d'État qui a su l'intérim ministre une fois et on continue. Pourquoi? Non, le problème c'est que, pour ça que je dis donc que ces gens de RDPC, ils doivent nous expliquer beaucoup de choses. Parce qu'à un moment donné, même quand on va même prier, même on ne comprend plus les prières. On ne comprend plus. Même prier pour eux est compliqué. Parce que même prier pour les RDPC devient compliqué pour nous. Mais même pour gêner pour eux-mêmes. Nous sommes là pour prier pour les choses compliquées. Non, nous sommes là pour prier pour les gens compliqués. Vous voyez, n'est-ce pas, non? Mais regardez, tous les pays du monde entier, un ministre qui décède, son bureau est fermé. Qu'est-ce qu'on va dire là? Non, dites-moi. Ça veut dire que c'est très compliqué. Non. Lui peut mieux nous expliquer. D'accord, il va nous expliquer. Il va nous expliquer. Hubert Volo, comment comprendre cette situation-là? Je vois que le pasteur est dépassé. Si le pasteur est déjà dépassé face à une situation comme celle-là, comment est-ce qu'on lit cette situation? J'avoue que la lecture est difficile à faire. Vous savez, elle est difficile à comprendre, la situation elle-même. Parce que les logiques de nomination au Cameroun se reposent essentiellement, de mon point de vue, sur deux choses. Il y a la représentativité, c'est-à-dire qu'on vous prend de votre communauté, on vous nomme. Vous êtes donc le représentant de votre communauté. Et puis il y a la compétence. Il y a peut-être aussi des efforts politiques, parce qu'en réalité, c'est aussi des récompenses politiques. Si on prend dans le cas de Dodo Ndoki, père à son âme, l'un des plus jeunes vieux de ce gouvernement, parce que vous avez rappelé qu'il... Dites jeune une fois, vraiment, dites jeune vieux. Non, je suis confus. 51 ans, c'est jeune. Non, zéro. 51 ans, c'est pas jeune. Mais vous ne faites que repousser les limites. Je dis que 50 ans, quand on a 50 ans, on peut être grand-père. Ouais, comment vous faites même à 30 ans. Non, c'est pas possible. Comment c'est pas possible? Non. Quand vous avez 51 ans, vous êtes un grand-père. Et donc, de toute façon, quand on prend les éléments qui permettent de juger la jeunesse, on ne peut pas le classer. Là, l'UNESCO met à 35. Il est donc au milieu. Au RDPC même, puisque c'est l'appareil gouvernant, pour être... 35 ans. C'est 35 pour être président de OG. Donc, lui n'est pas classé. Mais la Bible, c'est à 77 ans. Donc, ça, c'est la Bible. Donc, de ce point de vue, je suis un peu embarrassé. Parce vieux jeune, oui. Un jeune vieux s'en va et il représentait toute une communauté. Vous avez cité, vous avez dit c'est le Oignon. Non, c'est la CADI. La CADI. Voilà. Il représentait donc, il était la récompense des populations de la CADI. Il s'en va, même pour les logiques de récompense. Il faut remplacer celui qui est parti par un autre fils de la KDI. Puisque de toute façon, son second n'est pas forcément de la KDI. Si on le prend et qu'il soit du Sud, ça peut encore créer tout un débat. De toute façon, on est dans les logiques de représentativité
et même si vous voulez de l'équilibre régional. Pourquoi est-ce que ce n'est pas fait? C'est un pan. Est-ce qu'on n'a pas trouvé un remplaçant de la KDI? C'est la question. Voilà. C'est-à-dire que si on va sous ce prisme-là, pourquoi on ne trouve pas un fils de la KDI à même de venir représenter, même s'il n'y a pas l'aspect compétence, les populations de la KDI, qui avaient festoyé, avaient fait des messes, avaient fait des motions de soutien à l'endroit du chef de l'État pour la nomination de l'enfant du coin. Le temps a passé, ces gens ont besoin que leur situation, c'est comme un plaidoyer qu'il fait même pour eux, bien qu'ils ne soient pas de ce côté. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que dans ce contexte où on le présentait justement comme le jeune, vous l'avez dit, moi je ne le considérais pas comme tel, pourquoi est-ce que quand il s'en va dans des conditions aussi difficiles, précoces, et qu'on n'a même pas toujours suffisamment établi, il n'y a pas une dynamique managériale qui remet un autre jeune à sa place. Là, je ne parle plus de la KDI, je parle maintenant du gouvernement qui doit avoir une composition hybride entre les anciens, les vieux, les vieillards et les jeunes vieux, et les jeunes même si vous voulez. Pourquoi est-ce que ce n'est pas fait? La troisième grille d'analyse qui également constitue des interrogations, c'est si il est temps qu'il avait une responsabilité importante et qui jouait un rôle important dans la nation à la tête de ce département ministériel, comment peut-on expliquer que dans une quête de compétences, dans une quête d'amélioration des conditions de vie des Camerounais, dans une quête d'industrialisation notamment de l'aspect des mines et tout ce que vous pouvez imaginer, le monsieur décède, on ne remplace pas. Puisque nous y sommes, hein, les deux derniers discours du chef de l'État ont situé justement la mine au centre des préoccupations de l'État. On ne peut donc pas gérer un tel département ministériel avec les intérimaires. Non. C'est dans la quête de la récompense politique. C'est un vide là qu'il faut récompenser forcément quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un qui va venir là avec une ou deux personnes aussi, ça donne de l'emploi. Prenons même ça comme étant de l'emploi. C'est vrai que c'est subjectif. Mais de toute façon, vu sous cet angle, ça commence à poser des problèmes. Non, c'est une incompétence. On va donc, vous avez posé la question de savoir l'incompétence à qui. On questionne clairement quelles sont les dispositions de la loi. Le gouvernement est mis sur pied par qui? Le gouvernement est mis sur pied. Les ministres sont nommés par le président de la République sous recommandation du Premier ministre. Soit ou proposition ou recommandation. Proposition du Premier ministre. Voilà. Soit le Premier ministre se satisfait de la situation. Et nous, les citoyens, on lui dit, monsieur, si vous êtes satisfait, de toute façon, il y a les démonstrations qui font état de ce que c'est l'un des gouvernements les plus incompétents. Il y a un éminent docteur qui a fait toute une démonstration là-dessus. La preuve, c'est que les gens meurent, on ne parvient pas à les remplacer, et les compétences, les compétences et les résultats ne sont pas assez satisfaisants. Moi, en réalité, vous avez raison de poser cette question sur la table et que l'on nous dise véritablement, est-ce qu'on doit continuer comme ça? Puisque dans la gadoue, nous entrons au quotidien. Les gros mots. Mais ça fait 2 ans, pour prendre seulement le cas Gabriel Dodo-Doké, que ça dure. Peut-être qu'on ne ressent pas cette absence fondamentalement dans le fonctionnement du gouvernement, mais ça devrait quand même questionner Jean-Baptiste Altemengue, la gestion, le management du gouvernement. Alors moi, je ne suis pas membre du gouvernement, donc je ne peux pas savoir ni son chef si son absence est ressentie. C'est sûr que son absence est ressentie en tant que haut cadre qui avait sa façon de travailler, son carnet d'adresses et sa famille aussi, à qui il manque forcément. On ne peut pas le ramener d'où il est, parce que fatalement... donc, on ne peut pas le remplacer aussi? Non, il est remplacé. De fait, puisqu'il y a un intérimaire. Tout dépend maintenant de... Un intérimaire toujours limité dans les prérogatives. Alors, justement, tout dépend de l'organisation du travail gouvernemental. Parce qu'effectivement, il est intérimaire, mais qui lui donne le pouvoir? C'est le Premier ministre et le chef de l'État. On peut croire que c'est un intérimaire alors qu'effectivement il remplit. Moi j'ai l'impression qu'il remplit pleinement la fonction ministérielle. Au-delà
des problématiques Pourquoi de représentativité. Pourquoi n'est pas l'officialiser alors? Parce que si ce n'était qu'un intérimaire au sens juridique, on ne tiendrait pas. Le ministère serait fermé. Parce que l'intérimaire, au sens juridique du terme, gère les affaires courantes. Il ne prend aucune décision. Ça n'a pas changé, sauf si il y a une manière spéciale de contourner cela. Non, ce n'est pas une manière spéciale. Ce sont les prérogatives du chef de l'État et du Premier ministre, donc on peut lui redonner les pleins pouvoirs. On lui a sûrement donné les pleins pouvoirs pour diriger le ministère. Parce que au sens juridique, l'intérim ne peut pas durer autant que ça. Et on voit très bien qu'il y a quand même des choses qu'il réalise. Il y a des choses qui se font. Qui se font. Donc, ce sont des décisions qu'il prend. J'ai vu des agréments, je ne sais pas, des gens. Mais quand on nomme directement le ministre, donc si on lui a donné. Puisque ça reste précisé qu'il est intérimaire. Si on lui a donné le pouvoir, on doit le nommer ministre. Aussi bien, ou si c'est le chef du gouvernement qui assure lui-même ses prérogatives, mais en tout état de cause, le ministère fonctionne. Pour ce qui est des députés, il faut préciser que la Constitution ne prévoit pas le remplacement des députés décédés. Ouais. C'est lorsque les députés sont nommés ou démissionnaires, nommés à d'autres fonctions incompatibles ou démissionnaires qu'on les remplace. Sauf que pour les décédés, il y a l'organisation des élections partielles qui est prévue. Oui, les partiels sont prévus. C'est ça. Oui, bon, les partiels sont prévus, mais c'est toujours la même problématique. Je veux dire que c'est pas le président de l'Assemblée qui convoque cette élection, c'est une organisation qu'il faut faire, mais ce n'est pas dans notre coutume. Qu'ils ne réussissent pas à le faire. Parce que pour parler des députés, vous avez quand même des régions qui ont perdu au moins 3 députés. Non, mais et qui ne sont plus représentés. Moi, je suis d'accord avec vous. Oui. Parce que lorsqu'une circonscription n'est plus représentée à l'Assemblée nationale, elle peut se sentir lésée. Mais en général, les députés, les sénateurs sont des députés de la nation. Ils ne représentent pas seulement une circonscription. Oui, mais monsieur le maire, à l'époque, quand il y avait le micro-projet, quand on est décédé, votre député n'a plus de micro-projet. Par conséquent, votre zone aussi en souffre. La zone va souffrir. Non, même aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de difficile avant d'arriver au cas des députés qui imposent l'organisation des partiels ou alors un remplacement si vous êtes promu, mais pour ces membres du gouvernement, ils sont quand même 4. Ça devrait quand même parler, ça devrait pousser à se bousculer. Il y en a un qui était titulaire, ministre titulaire, 3 étaient... Il y avait un ministre délégué, aussi. Et 2 secrétaires d'État. Voilà. Bon, c'est membres du gouvernement. Dans l'organisation de leur ministère, évidemment, ils avaient des attributions, même si par moment, ces attributions ne sont pas réellement exercées dans certains départements ministériels. Il y a beaucoup de secrétaires d'État, de ministres délégués qui n'ont rien à faire. Dans la réalité, quand la collaboration, et c'est très souvent... Il y en a qui se plaignent aussi, les secrétaires d'État, qui ne servent à rien. Oui, c'est pour ça que dans notre contexte, vous avez les secrétaires d'État, les ministres délégués, en général, ils se plaignent. Les secrétaires généraux même, qui en principe sont la cheville ouvrière sur le plan administratif et financier du ministère, on ne respecte jamais leurs attributions au Cameroun. Donc, on s'est accommodé. Donc, c'est pour ça que je dis, en dehors du ministre titulaire, il est probable que les autres ministres sont réorganisés, ont réorganisé le travail au sein de leur département ministériel pour que ce que faisaient les ministres, la ministre déléguée ou les secrétaires d'État soit reviennent à eux-mêmes, soit que cela est exercé au détriment d'un organigramme qui existe, qui a quand même prévu ces postes de secrétaire d'État ou de ministre délégué. Il faut que le ministre fasse les acrobaties, prenne un personnel ici pour gérer cela, mais il ne va jamais remplacer un secrétaire d'État. Vous connaissez mon point de vue là-dessus. Moi, je suis partisan d'une réorganisation du travail ministériel. Donc, je pense que nos réformes sont très lentes parce que nos ministères ne sont pas organisés de façon appropriée pour aller vite. J'avais pris récemment l'exemple de la task force qui nous a permis
au niveau de la présidence d'organiser un certain nombre de manifestations de la Coupe d'Afrique des Nations et même bien avant la Coupe d'Afrique des Nations des femmes féminines et le CHAN. Mais tout cela, si on avait gardé l'organisation ministérielle habituelle, on n'aurait jamais organisé cela, ces compétitions. Donc, moi, partant de ces expériences et d'autres aussi, je pense qu'il faut réorganiser les ministères et faire en sorte que autour des ministres, il y a des équipes de mission, des conseillers de mission, pas des conseillers, pas des agents purement administratifs qui bloquent le travail. Il faut que la fonction ministérielle soit politisée suffisamment et qu'on mette autour de ces ministres des équipes politiques. J'ai regardé récemment, par exemple, au Gabon, c'est très intéressant comment les ministres de transition travaillent là-bas. Chaque cabinet ministériel a un ou deux représentants du conseil de transition. Donc, qui est l'œil politique et qui accompagne le ministre pour remplir la mission politique de la transition au sein de son département ministériel. Et les pays où les réformes avancent vite sont des pays où les ministres disposent de cabinets politiques qui sont là pour accélérer et simplifier toutes les procédures. Donc on retient... On se plaint de lenteur administrative. Donc, on retient de ce qui se passe qu'il y a quand même un problème structurel, que les réformes s'imposent. La réorganisation du travail gouvernemental en général, à mon avis, est nécessaire. Du travail ministériel, pas gouvernemental. Gouvernemental, c'est au-dessus. Je pense que... j'espère en tout cas que le chef de l'État a pris tout ce temps pour qu'il y ait des ajustements structurels au niveau de ce travail gouvernemental. Parce que, comme vous vous plaignez du non-remplacement des ministres, vous ne plaignez pas. Vous ne plaignez pas. Beaucoup de... On est seul à se plaindre. Non, je dis comme vous vous plaignez. Au sein des ministères, il y a aussi des plaintes sur la lenteur d'un certain nombre de projets et les populations aussi vivent ces lenteurs-là. Donc je pense qu'au-delà des personnes, parce qu'il évoquait le remplacement numérique par l'équilibre régional. On l'a souvent vu. Mais au-delà des personnes, il faut que les ministres, même les mêmes ministres, pourraient mieux produire si on réorganise les ministères. Donc je pense qu'il faut aller au-delà des personnes. C'est très profond ce que vous êtes en train train de dire. Il faut aller au-delà des personnes et réorganiser l'État de telle sorte qu'on soit productif, qu'on soit plus productif. On produit, mais je pense qu'on peut produire nettement mieux. D'accord. Allez, bonsoir Jean-Jacques, bonsoir le panel. Le remplacement des décédés du gouvernement mis en débat ce jour me suscite deux points de vue. Soit l'effectif de ce gouvernement est pléthorique, au point où les décédés n'influencent pas son fonctionnement, ou alors c'est déjà le raccourci vers la réduction de l'effectif de ce gouvernement et par ricochet la réduction du train de vie de l'État. Richard depuis Garoua qui nous propose sa lecture relativement au thème qui est mis en débat. Bonsoir Jean-Jacques, les histoires du Cameroun sont visibles aux yeux des Camerounais, mais comme le régime en place est hanté des esprits carabicostèques, mon frère, de la malgouvernance, comment je suis dépassé. Je tape le dictionnaire. Il dit carabiscothèque de la malgouvernance. Il n'y a pas de remplacement. Ils préfèrent laisser des postes vacants. Comme ça, ils ont peur qu'il peut avoir un remplaçant lambda qui pourrait venir les trahir. Mais d'ici quelques mois, nous verrons l'alternance. Il va avoir le mot qui va venir tout à l'heure dans le débat. Alternance. Merci Arthur. Depuis Douala, depuis qu'on a annoncé les élections, chacun vient avec son concept. Alternance, alternative, transition, et ainsi de suite. Alors le 241 nous dit, bonsoir le plateau, c'est très difficile des fois d'écouter les RDPcistes, toujours en train d'expliquer l'inexplicable. Nous savons tous que ça fonctionne comme ça au Cameroun. A-t-on remplacé les membres décédés du Conseil économique et social? Là-bas également c'est grave, ils sont plus que 2 ou 3 sur 14. Hubert depuis Port-Gentil au Gabon, qui est très au fait de ce qui se passe ici, en termes de remplacement des personnes et personnalités décédées. Alors, est-ce qu'on ne donnerait pas raison finalement à Marafa Hamidou Yahya, qui avait dit que le chef de l'État a des confidences, avait dit que dans son affaire-là, il n'y a que quelques ministres et que le reste, c'est des gens à qui on donne juste un décret comme ça? Mais Marafa Hamidou Yahya était dans le secret des dieux, donc si lui il est dit,
vous attendez, quelle sera la bouche la plus autorisée pour vous le dire. Là, maintenant, on a quelque chose sous la main. Mais il y a même d'autres indices, sur le fonctionnement de ce gouvernement-là. Le dernier conseil des ministres, c'est le 17 janvier 2019, de ce mandat-ci. 17 janvier. Quelques jours après la formation du gouvernement du 4 janvier. 2019. La dernière fois, il y a des ministres pour qui la dernière fois qu'ils se sont assis avec le chef de l'État, c'était le 17 janvier 2019. Le reste, ils vont le voir soit au boulevard du 20 mai, soit la présentation des vœux. S'ils sont au premier rang, pour certains, d'autres finissent même, le mandat ne le voit pas. Donc, on a consacré cette façon de faire chez nous comme une banalité, mais en fait, ça devient un peu questionner le type de gouvernance que nous prenons. Il y a même au-delà de ça, d'autres lourdeurs consenties. Quand j'écoute un peu M. Atamang, des lourdeurs consenties, quand il parle de fluidité, un ministre a sous le dos un conseil technique. Au Cameroun, un ministre a d'abord sous le dos un conseil technique qui est au premier ministère. Il a encore, en plus de ça, un conseil technique qui est à la présidence de la République. Exactement. Sans compter les députés avec les questions-réponses et autres qui vont un peu le perturber là. Est-ce que ça rend le travail fluide? Et le sujet que tu mets sur la table, c'est vraiment une question d'intérêt général. Hein. Il n'y a vraiment pas une coloration partisane à mettre là-dedans. Parce que quelle est l'armature que ceux qui veulent le fauteuil présidentiel vont adopter en termes de gouvernance de machine à faire à impulser le gouvernement? C'est de ça qu'il est question. Un ministre a sur le dos un conseil technique qui est au premier ministère et un autre qui est à la présidence. C'est pour ça qu'un dossier va arriver à un ministère. Et comme un maire soit obligé de faire les va-et-vient entre Ngoume et Yaoundé, vous ne comprenez pas ça à la maison. Vous ne comprenez pas ça au village. Qu'ils soient obligés, on dit non, ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore le retour du premier ministère. Le retour du premier ministère, on dit maintenant, attends le retour de la présidence. Un ministre en fonction. Donc, c'est cette lourdeur-là aussi qui est questionnable ici. L'effectif aussi. S'il y a un problème avec l'effectif, s'il y a des villes qui ne se ressentent pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas importants, tout simplement. Alors, on peut simplement réduire ce gouvernement à sa plus simple expression. Sorti de 66 et assimilé, on n'a pas de secrétaires d'État qui ont le rang de ministre, on va dire. Ça fait qu'on est dans les 75. Voilà, par là. Donc, on peut réduire. Ça serait une réponse claire à ce que le président de la République dit souvent, le train de vie de l'État. Moi, j'ai écouté le Minifi dire ça plusieurs fois à l'Assemblée nationale, que cette fois-ci, on va attaquer le train de vie de l'État. Bon, il ne faut pas de temps en temps essayer d'enlever les resquilleurs, ceux qui mangent un peu trop, les morts qui sont encore salariés là, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas vraiment parce que ce gouvernement lui-même est budgétivore. Les quatre villes qui sont laissées là posent une solution déjà sur la table. Réduisez le nombre de ministres ou alors simplement revoyez même l'organigramme de ce gouvernement. Est-ce qu'il y a des ministères qui ne font pas un peu doublon? Au Cameroun, pour une question, on crée 5 entités. Pour la question, par exemple, l'électricité, tiens, qui nous taraude là, on a au moins 5 structures qui tournent autour. On a ACEL, on a EDC, on a Sonatrel. C'est une question, sur un seul problème, on crée 5 structures. AER. C'est la même chose. Par exemple, des questions d'ordre gouvernemental, c'est une question on pourrait fusionner 2 ou 3. On éclate la faune et la flore à côté, la pêche à côté, la chasse de l'autre côté. Ça pose cette question de vision là. Moi, je suis dérangé pour ce qui est des ressources humaines. Pour un parti. Alors, quelqu'un demande si vous êtes même sûr que le président est au courant du décès de ses membres du gouvernement. Non, non, carrément. Non, c'est pour caricaturer un peu. Si ça commence à mettre 5 ans et qu'on ne remplace pas, peut-être qu'il n'est même pas... C'est pour ironiser. Moi, je pense que c'est plus même une espèce de mépris pour ceux qui sont encore là, pour les vivants. La mauvaise gestion des morts est un mépris pour les vivants. Parce que ce n'est pas des gens qui manquent. On a quelqu'un sur le plateau, mais ça demande qui a un pédigré qui n'est pas inconnu des gens. Si ce n'est que le simple remplacement, même s'il faut aller dans l'équipe régionale, si on prend quelqu'un de Ngoumou, mais là il y avait un gars d'Académie, on cherche notre gars d'Académie, on le remet ailleurs. Mais pas qu'on laisse la chaise vide longtemps. Il y a des gens qui sont décédés depuis 2021, Jean Jarzé. Adoum Gagoum, c'est 2021. Oui. Madame Ananga Messan, c'est 2022. Quand même, nous sommes déjà en 2025. Ali Bayatou, 2021. 2021. Je dis comme je l'ai dit, c'est de 2 choses l'une. Soit ils n'étaient pas importants, soit... D'accord. Bonsoir le panel, très belle thématique. Le remplacement des décédés entraînerait un réaménagement du gouvernement, chose que certains ministres ne veulent pas. Et c'est ça le véritable problème depuis le président de la République lui-même
n'est même pas au courant Ouais. qu'il y a des décédés. Son entourage bloque l'information pour pouvoir servir les intérêts des copains et des copines. Bertrand Bama, qui est un enseignant. Comment il dit que le ministre ne veut pas remaniement? En tout cas, le chef de l'État C'est le chef d'État qui a commande. été représenté aux obsèques de tous ces membres du Voilà. gouvernement, porteurs des messages du chef de l'État, une gerbe de fleurs également. Mais un ensemble de décès quand même. Si on laisse les membres du gouvernement, on va à l'Assemblée nationale, on va au Sénat, au Conseil économique et social, au bureau politique du RDPC, et ainsi de suite. On a des problèmes à trouver les ressources de remplacement. C'est la méthode BIA qui le veut? Je ne pense pas que c'est la méthode BIA qui le veut. Je ne pense pas. Nous sommes dans un pays où il y a les réseaux. Il y a, d'autres disaient qu'il y a 2 réseaux, d'autres disaient 3 réseaux, d'autres disaient 4 réseaux, d'autres disaient 5 réseaux. Moi, je dis que Pékin est un réseau parce que je crois à la politique du BIA sans toutefois le soutenir. Parce que il faut choisir. Il faut choisir. Comment vous choisir? C'est la même chose. Vous croyez sans soutenir. Il faut aller voir du terrain. Donc vous croyez en Jésus sans choisir Jésus? non, je crois en Jésus. Jésus n'est pas comme un BIA. D'accord. C'est un père, c'est un grand-père. C'est une Mais image. sauf que vous connaissez, quand tu as des enfants déjà rebelles, parce qu'à un moment donné, quand j'étais avec mon grand-père, quand on volait ses œufs, quand les poules partaient, les œufs, on volait, il nous grondait tous les jours, il était dépassé de nous. Donc BIA est dépassé. Il est dépassé. Donc il est dépassé. Pour dire vrai, il est dépassé parce que tu ne peux pas me dire qu'un homme comme ça, qui a fait les plus grandes écoles, qui est très intelligent et qui est mieux renseigné, quand on me dit qu'il n'est pas au courant que les gens sont décédés, moi j'ai ri. Il est au courant de tout ce qui se passe au pays, c'est juste qu'il est dépassé, c'est tout. Pas les événements. Mais il a encore le stylo, non? Il a encore le stylo, il peut nommer. À un moment donné, vous savez, ce n'est plus comme la mairie de M. Temengue, tu vois, n'est-ce pas? Chez M. Temengue, où il est là, quelqu'un parlait, va me dire, tu vas signer là-bas, c'est une autre histoire que toi et moi on connaît. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qu'il peut dire? C'est juste pour dire qu'il est dépassé par les événements. Parce que tu ne peux pas voir les gens qui décèdent. Il envoie les gerbes de fleurs. Mais tu le soutiens, non? Non, je ne peux pas dire. Qu'il laisse alors, c'est ça? Non, Qu'il est dépassé. Non. Qu'il rentre au village. Non, officiellement. Qu'il rentre au village. Officiellement, Jean-Jacques dit qu'il laisse. Oui, qu'il laisse. Tu le soutiens, mais qu'il laisse. Non, je le soutiens qu'il laisse. Dans le Je reviens à mon frère Nyamsi qui dit mon mec politique est fatigué et qu'il est pris en otage. Ça va, Yamzi. Nyamsi. Parce qu'à un moment donné, quand tu grondes les enfants et que les enfants ne t'écoutent pas, laisse. Donc les enfants gagnent. Non, pas que les enfants gagnent. Pour la paix, on laisse. Ce qui est sûr, c'est que quand tu grondes les enfants et que tu grondes tes enfants et qu'ils ne t'écoutent pas, laisse. Va t'asseoir dans ta chambre. Dis que bon, je ne suis plus vos copains. Même ton oncle viendrait et dit que vous voyez, quand le type là, il n'est plus avec vous là, je ne sais pas qui va encore vous défendre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce qu'à un moment donné, voici les intellectuels qui sont assis devant moi. Il est jeune. Il n'est pas parce qu'il est là. Il est très posé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ils sont tellement nombreux, mais sauf que. Il est déjà maire, non? Non, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, tellement qu'ils sont nombreux dans ce pays. Tu comprends, non? Mais il y a un problème, c'est qu'à ADP, c'est comme s'il y a une puce. Il y a une puce qui est téléguidée. Parce qu'on va finir par parler. Il y a une puce. Il y a une puce qui est. Donc, tu vois, à un moment donné, il y a des. Moi, ça me fait mal quand j'écoute ce que je. Pendant que les gens vont aller à Mars planter au drapeau, nous sommes encore là pour discuter des choses qui ne servent à rien. Qui ne servent absolument à rien. Tu as 12 provinces. Tu insistes avec les 12 provinces. Enlève les 2 autres. Tu as 10 provinces. 10 régions. Tu as 10 régions dans ce pays. Quelqu'un décède. Qu'est-ce qu'il faut qu'on le remplace? Pour le remplacer, qu'il faut quoi? Si Jean-Jacques est malade maintenant, donc on va fermer l'émission. Ouais, prends l'autre exemple. On va fermer. Non, c'est un exemple, non. Bon, si vous êtes malade maintenant, il n'y aura plus l'émission. Non, il y a quelqu'un d'autre qui va faire l'émission. Voilà, et la personne là va faire l'émission, n'est-ce pas, non? Si 2-3 mois, ça ne donne pas. Bon, Dieu va garder Pékin 1000 ans, ça c'est clair. Vous avez beaucoup de garanties de Dieu. Pour qu'après soit dépassé. Oui. Bon, si maintenant je dis, bon, je suis fatigué, je ne veux plus travailler. Oui. On ne parle pas de la mort. N'est-ce pas? On va dire, bon, à la place de l'intérim, on le met, on l'officialise. Simplement. Hein? Simplement, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi ça se passe dans ce pays? Hein? Il a cité, par exemple,
pour qu'il a parlé au départ qu'il vient de Ngoumon, parfois à pied, pour venir suivre ses dossiers. Pasteur, lisons rapidement un ou deux messages. Bonsoir Gigi Z et bonsoir à ton riche panel. Est-ce que vous êtes même sûr que le père... Mais c'est quoi cette question qui revient chaque fois? Est au courant qu'il y a des vides à remplacer? Mais il faut peut-être interpréter ce qu'ils veulent dire par là. Il y a des gens qui ont acheté des crises à un moment. Il y a un message dans le fond. Raphaël Dingui, depuis Marois, un gouvernement sans vision ne peut pas trouver la nécessité de remplacement. Peut-être qu'on va comprendre ça de cette façon-là. Vous allez peut-être rebondir dessus. Est-ce que le même message ne peut pas venir plusieurs fois? Peut-être qu'il y a un message en dessous. Bonsoir le plateau. Le Cameroun est un pays qu'il faut changer. Il faut changer tous les dirigeants si on veut être émergent. En tout cas, rendez-vous en octobre pour un changement. Madame Mandeng, qui nous annonce un changement en octobre. Qu'est-ce qui va se passer en octobre? On est content d'être les témoins de l'histoire et de vivre cette histoire-là. Alors, le même message revient chaque fois. Est-ce qu'on est même sûr qu'il est au courant? C'est une image. Oui, c'est une image, mais je voulais rassurer les Camerounais que le président de la République est bel et bien au courant. Il n'y a pas que au gouvernement, à l'Assemblée nationale et dans le Conseil économique et social que les gens décèdent. Les gens décèdent également au Conseil constitutionnel. Les gens décèdent... Là, il y a Emmanuel Bondé qui est décédé. Non, je parle il était au Conseil constitutionnel. Au Conseil constitutionnel, oui. Et les gars il est décèdent également toujours la KDI. À Eleka. Voilà. Mais je voulais prendre d'abord le Conseil constitutionnel. Vous savez que le professeur Minkwache et un autre là ont remplacé les gens qui étaient décédés, non? Oui. Ça s'est fait là-bas. C'est fait là-bas. Et c'était dans un timing très précis. La question c'est pourquoi? Parce qu'il y a un lien direct. Tu es sans ignorer qu'il y a encore un nommé qui est à mort. Non, oui, ça c'est notre sujet. Oui, c'est qu'il y a un lien direct entre le pouvoir et le président Biya. Ça se fera également à Eleka. Vous allez pas... On va remplacer Titi Noël. Je voulais que Titi Noël, ça ne va pas trop tarder avant qu'on le Congo. Là-bas, il y a un intérêt apparemment. C'est ce que je veux démontrer. C'est-à-dire que vous allez voir que Titi Noël sera remplacé avant la convocation du corps électoral des régionales qui doivent se tenir avant la présidentielle. Parce qu'effectivement, il y a des questions et de quorum et des responsabilités précises à assumer qui ont une incidence directe sur la légitimisation du pouvoir et même la dimension légale du pouvoir. Or, si on prend le cas de l'Assemblée nationale, 180 députés au départ pour le RDPC, que 10 décèdent et que dans un ratio, on se rend clairement compte que de toute façon, quand on va passer au vote, le RDPC va toujours faire passer les résolutions. La nécessité ne se pose pas. Si on va dans un gouvernement qui, naturellement, et puis dans un rapport gouvernement-Assemblée nationale, on sait que de toute façon, rien ne peut vaciller. Mais là, on passe par population, Hubert. Oui. La région de l'Est que je maîtrise a perdu 3 députés sur 11. Oui. C'est quand même assez sérieux. Le problème est sérieux pour la population de l'Est. Mais pour il y a des respires, donc. Yaoundé respire. Oui, il y a des respires. Tant qu'il y a des respires. Oui, il y a des respires. Si vous voulez, est-ce que le pouvoir est menacé parce que les 3 députés de la région de l'Est sont tombés? Est-ce que les populations de l'Est même, comme dans le mémorandum qu'on avait lu une fois, est-ce que les populations de l'Est ont pris l'initiative de dire au président que, monsieur, nos députés sont partis, on sait ce que ces gens faisaient quand ils étaient vivants, depuis qu'ils sont partis, nous sommes orphelins, et donc nous n'avons plus un certain nombre de privilèges organisés conformément aux lois et autres. Eux-mêmes, ils sont dans une sorte, encore que ce n'est pas eux qui parlent, il y a des représentants là-bas qui parlent et qui se plaisent. Parce qu'en réalité, si ils amènent le président à faire quelque chose du fait d'une revendication, les têtes peuvent tomber. Donc en fait, ce que je voulais dire dans ma prise de parole, c'est tout est dans le calcul politique. Tout est dans le calcul, tout est dans l'intérêt. Le Conseil constitutionnel et le Conseil de l'ECAM sont des appareils essentiels pour donner, si les résultats, les autres promulgués qui est élu. Et donc de ce point de vue, il y a des éléments de quota qui sont essentiels. Le président de la République ne peut pas blaguer avec ça. Le reste là, vraiment, ça n'aide pas beaucoup. On est d'accord. Non, ça veut donc dire que là, on est dans une logique
de régner et non de gouverner. On est dans une logique de régner parce qu'un régime a le choix. Soit on veut régner, soit on veut gouverner. Et les éléments qu'il invoque montrent que ce régime veut simplement régner. C'est pour ça que tout ce qui touche à la conservation du pouvoir attire l'attention immédiatement. Et l'article 155, on peut chercher l'article 155 du Code électoral qui dit que lorsqu'un député décède, il y a un cas de vacances prolongé, 12 mois qui suivent, on doit organiser les élections partielles. On doit trouver l'argent pour faire ça. Donc c'est pas l'argent qui manque, on va pas dire que c'est l'argent qui manque. Si on donne 10 milliards, des milliards pour aller à la Mecque et tout ça, c'est pas l'argent pour organiser une parcelle qui manque. Voilà. Donc c'est pour dire qu'à un moment, on considère que c'est voulu. Si on a pu le faire au Conseil constitutionnel, on avait dit comme ça va se faire, ça veut dire que c'est voulu qu'il y ait ce vide-là. Bonsoir, la réalité de l'organisation de nos départements ministériels est telle que beaucoup de ministres sont purement protocolaires parce qu'ils sont politiques et non techniciens dans leur département ministériel. Ils ne sont donc que des chefs apparents. Ce sont certains secrétaires généraux ou secrétaires d'État qui sont des véritables ministres fidèles depuis Banjoun. On va sortir de ce sujet, Jean-Baptiste à Temengue. Qu'est-ce qu'on retient finalement? Peut-être que vous êtes dans les couloirs. Qu'est-ce qui coince? Doit-on considérer que ça coince? Bon, je ne pense pas que ça coince. Si les ministères en question fonctionnent normalement, je pense que ça ne coince pas. On n'a pas dit que ce ministère ne fonctionnait pas. Je pense que le chef de l'État a pris le temps pour faire une seule fois un remaniement et peut-être, on l'espère, une réorganisation et un remaniement ministériel. Donc, on ne peut rien attendre. C'est en 2025. Non, mais justement, en 2025, c'est plus que jamais nécessaire. Il n'y a pas de remaniement. Beaucoup de militants pensent comme moi que c'est nécessaire parce qu'il faut quand même un mouvement pour attaquer les élections. Insuffler une nouvelle dynamique. Voilà, une dynamique nouvelle et qui permette de rassurer un certain nombre d'inquiétudes. D'accord. On a donc parlé, on rendait hommage à Gabriel Dodo Ndoké, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, décédé il y a exactement 2 ans. C'était le 21 janvier 2023. Il n'a pas été remplacé jusqu'à présent comme les autres secrétaires d'État et ministres délégués décédés entre 2021 et 2022 qui n'ont pas été remplacés pour un total de 4 membres du gouvernement. En même temps qu'on rend hommage à Gabriel Dodo Ndoké, on a pensé également par Emmanuel Bondé qui était ancien ministre et membre du Conseil constitutionnel dont les obsèques sont prévues entre le 30 et le 1er février prochain. La plateforme pour le développement de l'Est est d'ailleurs en réunion en ce moment pour les préparatifs de ces obsèques. Un autre fils de l'Acadie, faut-il le dire, tout comme Gabriel Dodo Ndoké. Parlons de l'élection présidentielle, celle 2025, qui est annoncée depuis hier, après le premier discours de Trump, Donald. On recense au Cameroun une volonté à écouter, à entendre, à voir, à lire les propositions politiques des candidats à ces élections, qui nous offrent quand même des choix entre alternance pour les uns, alternative pour les autres et transition plus loin. Finalement, que faut-il retenir de ces propositions? Sommes-nous en train de baigner dans des slogans creux au moment où les Camerounais attendent des projets précis sur les besoins précis des Camerounais? Hubert Volo, alternance, alternative, transition, ça te parle en tant que citoyen qui va vers une élection présidentielle? Je côtoie ces 3 concepts depuis quelque temps. Voilà. Je voudrais d'abord rappeler qu'il y a des choses qui sont précises. Se donner l'impression que ce qui est proposé est imprécis, c'est jeter l'anathème sur ce qui est pensé. Je pense qu'au Cameroun, ce dont on a besoin, c'est une alternative. Ça, c'est ma position et c'est pour ça que nous travaillons. J'ai cheminé et j'y suis toujours. À l'ATP, là-bas, on parle de transition. Non, la transition n'est pas un programme. L'ATP, c'est comme l'Alliance pour une transition pacifique. Oui, l'Alliance pacifique. pour la transition pacifique, c'est le mécanisme, n'est-ce pas? Mais c'est le contenu qui est davantage important. Dans le contenu, il y a la refondation. Vous ajoutez encore... Non, je n'ajoute rien, je vous explique parce que il faut que les gens comprennent que Alliance pour la transition pacifique
n'est pas un programme politique. Non, c'est faux. Alliance, c'est que les gens se mettent ensemble, notamment les formations politiques. Transition, ils vont régner pendant une période et ils vont faire ça dans la paix. Voilà ce que ça signifie. Maintenant, à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils proposent en termes d'idées? Ils proposent la refondation. Nous, on est pour la rupture et la refondation. Et à l'intérieur de la rupture et de la refondation, on peut donc voir exactement, point par point, ce qui est proposé dans l'architecture fonctionnelle de l'État. Donc, que les gens ne s'arrêtent pas forcément sur les concepts qui, pour certains, peuvent être creux, pour d'autres peuvent être incompris, pour certains peuvent encore être complets. Moi, je pense Est-ce que les Camerounais s'accommodent à des concepts au moment où ils ont un problème d'eau, électricité, route et autres? Et là, c'est une question très pertinente en réalité. Le problème du Cameroun ne repose pas fondamentalement sur l'absence ou la pertinence du programme politique. Du tout. Parce que j'ai souvent entendu ça, les opposants parlent, ils ne proposent rien. Tout opposant qui a minimalement été à l'école sait que il doit proposer quelque chose qui est un schéma, un cheminement, un ensemble de projets. Un projet de société, si vous voulez. Tous, il y en a à profusion. Si vous voulez compter, nous, aux citoyens actifs, on en a. Vous allez chez Cabral Libi, vous allez trouver. Camto en a, l'UDC en a, le SDF en a. Il y a même la forme de l'État qui est préconisée. Si, pour certains, pour le fédéralisme, pour d'autres, c'est le régionalisme, pour certains, c'est la décentralisation et tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, le problème au Cameroun, et au RDPC, il y a même aussi un programme. Ils appellent ça quoi? Le libéralisme communautaire. Ici, c'est ça qui est le programme. Est-ce que vous allez au RDPC, par exemple, vous demandez à un militant que prévoit le libéralisme communautaire? S'il n'est pas intello, comme Jean-Baptiste. Vous voulez donc compliquer la vie du militant? Non, c'est pas pour les gros livres. C'est pas ça le problème. Ce n'est pas intello comme Jean-Baptiste. Un militant du RDPC ne sait pas ce que Paul Biya pense du franc CFA. Il ne sait pas ce que Paul Biya pense de l'Église. Ce que Paul Biya pense de l'économie. Il sait que Paul Biya est au pouvoir. Il doit voter pour lui parce qu'il est beau. À l'époque, on disait Choga. Voilà. Et c'est un problème. Donc, le vrai débat qui doit se poser maintenant chez nous, c'est que les gens doivent justement sortir de ces sentiers battus pour s'intéresser justement au programme. Mais est-ce que c'est possible quand on est dans une société qui n'est pas suffisamment politisée? Parce qu'il faut que la société soit davantage politisée. Les gens s'intéressent à la politique. Et quand vous vous intéressez à la politique, vous vous intéressez également à tout ce qui est proposé pour pouvoir vous-même faire une idée réelle. Donc le problème est davantage compliqué. Mais pour ce qui est de ma part, puisque je suis un homme politique, pour ce qui me concerne, je suis pour la rupture et la refondation. Avec vous avez en campagne électorale, vous arrivez à Doumentan, vous dites que je suis le candidat de la rupture et de la refondation. Et un citoyen sérieux me pose la question de la rupture. Est-ce que ça remplit mon assiette? Non, ça fait manger un citoyen sérieux va vous poser la rupture de quoi? Ils ne sont pas sérieux. Il n'a pas dit qu'ils ne sont pas sérieux. Et ils veulent aller droit au but. Non, il y a les électeurs, il y a le fameux concept de l'électeur imbécile. Vous le connaissez en sciences politiques. L'électeur imbécile, lui, vote sans penser. Il vote parce qu'il a reçu 2000. Lui n'est pas sérieux. Il y a un autre qui va me dire, monsieur, vous parlez de la rupture. La rupture, la repose sur quoi? Nous ici, pour nous ici, à l'Académie, je vais lui dire la rupture veut que si un ministre qui vous représentait est décédé, on n'attend pas 3 ans pour mettre un autre. Donc on rompt avec les pratiques d'hier, pour mettre les nouvelles pratiques, à même de vous satisfaire et de vous mettre dans vos besoins permanents. D'accord. Ernesto, les Camerounais sont en train de demander ce que proposent les candidats. Lorsqu'on écoute les uns les autres, on dit allez lire le livre de tel, j'ai tout mis dans le livre, il y a mes projets, vous n'êtes pas ici, ça. Ils veulent des réponses. Est-ce qu'on peut avoir ce genre d'action politique, réponse un peu réelle? Que moi j'attaque l'école, ce sera gratuit. Si je suis président, j'attaque la route, j'ai 2 ans pour régler les questions de route. Pourquoi est-ce que ça manque au Cameroun, ce genre d'approche? Oui, c'est un manque qui s'explique aussi par la longévité de ceux qui sont en face. Parce que lorsque celui qui est en face met long,
l'urgence devient d'abord de l'enlever de là. L'urgence revient d'abord à ce qu'il parte et on va voir après. Comment vous faites donc pour partir? Parce que lui, il met long, parce qu'il a planté, il s'est implanté. Non, Hein. c'est Vous mort. allez le faire partir comment? Justement, c'est cette préoccupation qui peut omnibuler les autres à ne pas axer leur combat sur des propositions. Mais des propositions, il y en a. Vous avez pas de transition politique. Il y a un groupe qui travaille sur la transition politique et qui a même des points. La transition politique, ça s'appelle l'agenda d'un gouvernement. C'est un timing. On se fait élire et on décide qu'on s'appelle gouvernement de transition. Et on se donne, par exemple, 9 points. On dit qu'on revoit la Constitution, on revoit les services de base, l'eau, l'électricité, on revoit le système électoral, comment on fait pour devenir maire, est-ce que ça doit être 50 000 ou 20 000, on revoit les principaux intérêts nationaux, on revoit l'histoire du pays, on revoit les droits fondamentaux, et après, donc, on organise une élection, nous on part. Ça, c'est un programme, c'est la transition politique. Est-ce que ce programme est vendable? Vendable ou pas, mais c'est un programme qui existe. Il faut bien le vendre. C'est un programme qui Jean-Jacques doit même être pas derrière pour le Il est voir. vendu. On a aussi le plan derrière. À Alors, côté quand de Donald ça, Trump ce dit- que je peux dire, c'est qu'il est quand vendu. Trump est candidat, il dit je mets fin à ci, je mets fin à cela, je passe plutôt à ça. Les Camerounais veulent ce genre d'action, de ce genre d'homme politique. Sauf que Jean-Jacques, Donald Trump n'arrive pas dans un environnement où il y a quelqu'un qui a fait 42 ans là. Ou sur 20 millions de Camerounais, sur 15 millions de Camerounais qui sont en âge de voter, à peine 10 millions sont Sont inscrits. déjà malades, Il n'arrive c'est pas comme dans ce contexte-là. Celui qui arrive au Cameroun arrive dans un contexte où les gens attendent le changement. Ils sont assis, ils attendent. Ils veulent voir le changement, mais ils ne veulent pas s'investir pour le changement. Il y a ça qu'il faut noter. Je ne parlerai pas de citoyens imbéciles. Donc on est d'accord que moi, les je gens... parlais de lecteurs imbéciles. Oui, des directeurs, mais je ne parlais pas de ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un ensemble d'éléments qui font que le contexte du Cameroun ne soit pas unique, mais particulier. Je ne justifie pas qu'il n'y a pas besoin de communiquer sur les propositions, sur les offres. Toutes ces parties ont des offres précises sur chaque aspect. Peut-être elles ne vendent pas assez, mais ça existe. On est même d'abord parti parce qu'on a un programme, parce qu'on a un projet au Cameroun. On est parti pour ça. Mais vous arrivez dans un contexte où les gens regardent les mêmes gens depuis 42 ans. Tu es bloqué. Comme le pasteur a dit, accepte d'aller s'aligner pour acheter le riz au boulevard du 20 mai en 2025. Et vous ne pouvez pas vouloir qu'un gars ait les idées de Trump. Non. Il y a cette Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'accepter que les gens viennent par exemple sur un plateau, sur 10 réponses, 9 et demi tournent sur BIA. C'est ça? C'est-à-dire qu'on vous demande C'est le ce qu'on a Macabo, tu inculqué, dis BIA. c'est Et ce à qu'on- combien long? c'est ce qu'on a inculqué. Ce n'est pas l'accepter ça que je veux dire, c'est de le accepter. comprendre. Encore que sur ces points, les gens ont des solutions. Moi, j'ai écouté un parti qui veut nationaliser tout ce qui est énergie. Il propose de nationaliser tout ça. C'est une proposition qui est sur la table. Mais est-ce qu'on doit même d'abord mettre aussi la place à ces échanges sur des propositions de fond, Jean-Jacques? J'ai commencé. On vend plus des images. Ernesto, j'ai commencé. Jean-Jacques m'a rappelé que j'étais en campagne. Quand on m'a parlé de ce sujet, on dit que c'est un sujet sensible. C'est les tendances messianiques que nous avons chez nous. Nous avons Il y les a un tendances qui par rapport à messianiques. ça. On veut présenter le candidat de tel comme un dieu. On occulte en fait ce que le gars même propose. Il y a des partis qui n'ont pas plus de 10 points. Le MS, je crois, ils ont 5 piliers. C'est pas beaucoup. 5 piliers. Le Cabral Libye, c'est vrai que. Mais quand vous recevez le MSC, il ne parle pas de les piliers. Hein. Bon, c'est peut-être ça. Le problème, c'est BIA doit partir. C'est peut-être ça. Il a mis long, il est vieux. C'est pour ça que entre le premier sujet et celui-ci, il y a un lien. Il y a un Je ne lien. sais pas si tu l'as fait à bien dessein, sûr. mais vraiment, il y a un gros lien. Ceci expliquant cela. Alternance, alternative, transition. On veut voir autre chose. Première chose, alternative. On veut voir une autre personne. Alternance. Et on veut recommencer tout. Transition. On veut rebâtir tout à zéro. Alors, voir une Donc, autre il y a cette personne, soif-là. si c'est pour voir une autre personne, ça ne va pas être facile parce que les autres travaillent pour que la même personne reste. Bon. Peut-être que. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'aller vers le même mur tout le temps? Tous les murs s'écroulent. Vouloir Même le mur détourner- de Jéricho dans la Bible s'est écroulé. Même le mur de Jéricho Il y a un dans la timing. Bible s'est Il y écroulé. a un timing, pasteur. Tous les Lorsque- murs s'écroulent. est-ce que lorsque vous écoutez ces hommes politiques, vous sentez qu'il y a du nouveau, il y a quelque chose que les gens peuvent retenir qui pourrait les motiver à aller les voter? Pour l'instant, je crois, pour l'instant, ce qui parle là, on ne peut pas les voter. Tout ce qui parle actuellement là, personne ne peut les voter. C'est un soutien. Oui, on peut juste les soutenir. Mais ce que je peux dire, c'est que je crois qu'à les malice, il peut nous dire autre chose, mais aujourd'hui, Est-ce qu'on joue au cache-cache avec les électeurs qui veulent sentir quelque chose de précis? puisque actuellement, tout ce que j'écoute là, ils ne peuvent pas. Vous écoutez quoi, pasteur? Biya doit partir. Il est méchant, 42 ans, il a mis l'homme au pouvoir. Il est laid, il est ceci. Quand vous voyez Donald Trump,
Est-ce qu'il parlait que l'eau était vieux? Non. Il a dit ça, il avait dit. Non, non. Il avait dit. Avant de présenter, avant de présenter la Il vieillesse. rigole, hein. Il a dit ça. Non, avant de présenter la vieillesse de celui qui est parti, Non, il a dit, même s'il n'a- il a présenté son projet. Et il a défendu jusqu'à la fin. Hein? Il a présenté son projet. Quel est le projet? Quel est le projet que ces gens nous présentent? Il n'y a pas de projet. Non, ça, vous ne pouvez pas dire ça. Non, mais il parle parce que c'est ce qu'il ressent. Et c'est important d'écouter ce que les gens Je dis, ressentent. il n'y a pas un véritable projet. Votre communication. Le Camerounais, en ce moment, je vous prends l'exemple clair et net. Oui, oui. Je suis dans une chaîne privée où quelqu'un dirait que, eh, merci Seigneur, on a reçu le sac de riz. Oui. En direct. Est-ce que je vais me dire merci Seigneur parce qu'il a payé ça déjà à 25 000? 15 000. À 15 000 au Mais Cameroun. c'est à lui le problème. Non, c'est pas à lui le problème. C'est à nous, c'est aux opposants, il faut comprendre que tu n'as pas le droit de dire merci pour un salaire que tu mérites. Qu'est-ce qu'on a fait? Laissez-nous les machins tranquilles. Hein? Pas une personne, pas 3 personnes, plus de 10 personnes remercier le ciel d'avoir reçu un salaire de 15 000 où ils sont alliés pendant 3 heures de temps. Est-ce que dans un pays sérieux comme le Cameroun, une maman, il peut aller s'aligner, que ce soit ici au marché central ou en Douala ou en Décoti, pour dire merci pour ça. Alors, ce que le pasteur souhaiterait. Le pasteur excuse celui qui est là depuis Qu'est-ce que je veux dire? Le pasteur souhaiterait que l'opposition prenne cela. Pour dire aux gens que si nous on est élus, Voilà. vous aurez ce riz-là. Si, même pas que c'est l'élu. Toi non. Le prochain peut leur dire que n'allez pas dire merci pour un sac qui vous mérite. Ils font ça. D'accord. Ils font ça comment? Sur quelle donne? Ils font ça. Sur quelle donne? Non, ils font ça d'une manière violente. Quelqu'un qui dit Kabel, il ça, fait il des va vidéos qui distribuent aux gens. Kabel, les vidéos restent. Tu vois, il est tranquille là. Il n'a pas la sueur sur lui. Il n'a pas la sueur. Il n'a pas sur sueur. Il a 42 ans, tu veux qu'il ait la sueur pourquoi? Tu vois? Les gens peuvent On va chuter. poursuivre rapidement. Vous êtes en train de chuter. Il ajoute que ne dites pas qu'il n'y a pas de projet et que Cabral lui fait Non, des on va- vidéos. Mais on interroge cette méthode. Si vous faites la vidéo, comment est-ce que la maman qui est à Zogbulan Bon va faire? Cabral lui Puisque c'est une masse électorale en campagne qui n'a pas accès à vos vidéos. Merci. Comment est-ce que vous Non, faites? mais Jean-Jacques, je non, reprends à ça. Kabel, il Il y a une réglementation en vigueur. En vigueur. Pour l'instant, Cabral ne peut parler à Doumentan. Rien n'empêche. Non, je ne pas. Pour l'instant, Kabel, il fait une communication du village. Pasteur, Mais il communique. s'il vous plaît. Comment? Rien Sur les n'empêche vidéos, une maman que dans les activités permanentes d'un parti politique, rien n'empêche qu'il a expliqué aux gens. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous permettez, le politicien utilise tous les instruments pour atteindre sa cible. Voilà. Ernesto parle de Cabral, lui, qui fait les vidéos. Ça veut dire que par l'entremise des vidéos, lui, il a déjà l'info. Il touche la cible. Est-ce que c'est une maman qui a accessible. Est-ce que l'approche là est totale? C'est la réponse, c'est non. Voilà. La réponse, c'est voilà. Effectivement, il faut utiliser d'autres moyens. suis Mais d'accord. c'est déjà fait. D'accord. Cabral, que moi, que je suis au quotidien et que je soutiens d'ailleurs, a une solution pour le riz, monsieur. Non, il a une solution pour le rire, mais comment moi je suis pas au courant de ça? Mais c'est pas. Je suis pas au courant de ça. Il vient de vous informer. Comment? Il n'a pas la Ma grand-mère du village connaît l'Android. Voilà, pasteur. Le président Paul Bialou connaît. Voilà les gens qui étudient. D'accord, merci. Les Merci grands de passer aux gens que le Android sont président là, utilise. Au moins à l'Android. On pose la question à Jean-Baptiste Atemungue maintenant. Cette discours, alternance, alternative, transition, Il a dans ce caractère, refondation. Posez la question à vous qui êtes un peu sur le terrain et proche des populations qui sont peut-être loin des connexions, des vidéos et autres. Est-ce que vous ressentez au niveau de la population que c'est ce qu'il faut proposer pour qu'elles adhèrent à vos discours? ils ont donné au riz. Les populations camerounaises ont beaucoup de problèmes. Ça, c'est une évidence. Ils attendent des solutions à ces problèmes. Ça, c'est l'objet même de la politique en démocratie. Il faut un programme, un projet de société. C'est la vision globale. Mais maintenant, il faut un programme qui règle ces problèmes politiques. Et je n'ai pas l'impression que, effectivement, nos adversaires proposent des solutions crédibles. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de problèmes à régler que d'office, les électeurs
qui sont quand même un minimum rationnels. Hein. Parce que si c'était si facile, parce que j'ai déjà entendu plusieurs... Les notions des amphithéâtres que électeurs imbéciles. Voilà. J'ai déjà entendu beaucoup de nos adversaires se plaindre même du fait qu'ils ne comprennent pas comment dans tel quartier il y a tel problème, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant régulièrement, il n'y a pas les routes, toute cette peinture qu'ils font en noir. Non, c'est vrai, c'est pas une peinture. Non, c'est tout relatif. Il y a des choses qui sont faites, on peut toujours mieux faire. S'il y a 10 quartiers, il y a 9 quartiers demi qui n'ont pas le courant et les routes. Nos adversaires, quand ils se plaignent, ils ne comprennent pas comment, avec tous ces problèmes, des citoyens sont quand même allés voter en faveur du candidat du RDPC. C'est pour dire que face aux problèmes, lorsque nous allons en campagne électorale, conscients qu'il y a des problèmes, nous proposons notre façon de régler ces problèmes. Il y a toujours le mot progressivement parce qu'on ne peut pas régler tout en un jour. Quand nos adversaires viennent avec leurs solutions et que les électeurs ne choisissent pas ces solutions, c'est que les électeurs ne trouvent pas ces solutions crédibles. C'est aussi simple que ça. On nous a même étiqueté Sardina, nous donnons... Bon, ça c'est un raisonnement simpliste qui, effectivement, rend l'électeur imbécile, mais l'électeur n'est pas si imbécile que ça. Moi, la preuve, c'est que il y a des endroits où le RDPC a perdu. Lorsque vous discutez avec les camarades de cette circonscription, ils vous disent clairement que nous avons perdu, soit parce que nous étions divisés, donc il y avait plusieurs sons de cloche au sein du parti, soit parce que le parti a investi de mauvais candidats. Et donc, les électeurs ont sanctionné. Ça veut dire que l'électeur n'est pas si imbécile que ça. L'électeur a peur de voter contre vous. Non, vous avez cité... J'ai vu, il y a des endroits où il y a des poubelles. Tu veux enlever la poubelle, mais on te dit, tu touches la poubelle, tu vas en prison. Mais ils vont attendre les élections. Je dis, il y a des endroits où il y a des poubelles en ce moment, que tu ne veux pas toucher, on va te dire que tu vas aller en prison. Parce que tu as touché la poubelle. Donc tu as touché la poubelle, tu veux seulement enlever la poubelle de ton mur pour mettre... C'est interdit. C'est interdit. Quand ils vont faire le vote, ils vont venir avec les gros camions, ils vont sortir tous les chars de guerre, des camions, de poubelles et tout. Ils vont commencer maintenant à nettoyer, balayer et tout, montrer tout, machin, sortir même les sardines qui parlaient là. Tu vois, n'est-ce pas, à un moment donné, laissons les Camerounais. Nous sommes fatigués de manger des sardines. Et ils sont fatigués. Non, ils sont fatigués de la voiture. Non, ils connaissent ce qui se passe. Nous sommes témoins de choses. Il y a des endroits dans son cycle de commandement où il y a des poubelles où elle n'a pas encore enlevé. Ils attendent les élections. Pour les enlever. D'accord. Permettez à Jean pour aller jusqu'au bout. Alors, le contexte que vous avez cité en référence pour rester dans l'actualité aux États-Unis, Donald Trump. Alors, effectivement, vous avez un programme qui a suscité l'adhésion d'un certain nombre de milieux. Et vous savez là-bas ce que c'est qu'une campagne électorale. Ça commence par les contributions. Vous avez quand même une vision très précise, économique précise, qu'il porte en termes d'impôts. Et moi, j'ai été très séduit. Je crois qu'on en a besoin au Cameroun d'un ministère de la réforme, de l'efficacité de l'action gouvernementale. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui va analyser au pain fin les dépenses et tous les gaspillages que l'État fait pour que cet argent n'aille pas seulement dans la redistribution des revenus, mais aille dans la production, les infrastructures servent à produire pour faire émerger l'économie. Donc, et pourquoi beaucoup de gens ont adhéré? Parce que tout simplement dans ces pays, la politique fiscale est déjà une politique en tant que en soi. C'est-à-dire que c'est pour régler ceux qui payent veulent savoir quand je paye 10 milliards, les grands contribuables, les multimilliardaires, quand je paye, on fait quoi de ça? Donc, vous avez vu autour de lui un ensemble d'acteurs économiques qui ont adhéré à sa vision. Nous avons un milieu économique au Cameroun. Si un opposant, parce que vous parlez des
seulement des électeurs qui n'ont peut-être pas assez de revenus et qui on peut flatter avec ce que vous appelez pain et sardine, même si moi je n'y crois pas. Mais vous avez dans ces milieux économiques ceux qui produisent. Qu'est-ce qu'ils pensent? Parce que la crédibilité d'un projet économique, d'un homme politique part de là. Le jour où un acteur politique, parce que nous parlons beaucoup sur les plateaux, nous disons que tu es rien, on va faire. Mais le jour où il sera reçu par le patronat, même s'il n'est pas reçu, si vraiment ils sentent que ce projet, ce programme est crédible, ils enverront de quoi l'aider pour qu'il émerge. Donc, parce qu'on parle de crédibilité, ce n'est pas seulement au niveau de l'élection. Les électeurs suivent même après. Mais il y a un ensemble de corporations. Vous avez la haute administration elle-même. Elle est une corporation en soi dans l'État. Il ne faut pas penser que je vais tenir mes discours et je vais m'imposer. Il y a des gens, des prescripteurs de conscience qui entraînent les populations, les entrepreneurs, et petits comme grands. Parce que quand vous avez votre boulangerie ou une PME qui emploie 50 personnes en campagne électorale, vous commentez vos employés, vous pouvez dire à vos employés, ah vraiment, je pense que si un tel arrive au pouvoir, je crois que vous aurez sûrement en 5 ans le double de vos salaires, vous aurez tous des maisons. Mais parce que ce petit patron trouve votre programme économique crédible. Mais peut-être que ça va vous faire obtenir, ou lui-même peut les entraîner. C'est comme ça que les Trump ont été élus. Donc, la crédibilité d'un programme économique est très importante. Je veux dire, et c'est ça qui manque beaucoup à nos adversaires. Et donc, à la fin... Non, vous n'avez pas quelque chose de crédible. Non, il ne parle pas de lui. Je ne parle pas de moi. Moi, je il a dit s'il avait dit que ce serait il s'attaque à nous, à nos adversaires. Mais c'est une piste qui me donne. Non, je n'ai pas dit le contraire. Je suis une opposition. Que ce soit l'analyse totale. Non, l'analyse totale, c'est toujours comparativement à notre programme, forcément, naturellement. Mais notre programme, nous essayons de corriger là où il y a des lacunes. Il n'y a pas un programme parfait. Et même quand vous avez un programme, nous constatons sur le terrain qu'il n'est pas bien réalisé. Il faut maintenant, si c'est une question d'homme, c'est une question de management, il faut réorganiser les choses. Ça, c'est une quête permanente de la perfection. Ça vaut pour tous les autres partis politiques. Alors, est-ce que ce n'est pas vous, là, le DPC, qui avez contaminé les autres? Parce que vos campagnes électorales, elles sont exceptionnelles. Elles sont exceptionnelles ou pas? Personne ne parle d'un projet, d'un programme. Il doit rester, il est ci, il est ça. C'est grâce à lui que je suis maire, je suis ministre, qu'on a un secrétaire d'État. Je ne pense pas, parce que nous sommes très nombreux à être des militants de conviction au sein du RDPC. Je pense que, pas tous, mais nous sommes nombreux. Mais il y a une vision du président Paul Biya qui n'est peut-être pas totalement réalisé. Il y a à chaque élection un contexte international, des enjeux particuliers et un programme spécifique à chaque élection. Il y a des contributions. Bon, vous savez, il faut arbitrer. Moi, je suis d'obédience plus libérale au sein du RDPC. Mes camarades me connaissent comme tel. Il y en a qui sont plus socialistes, qui veulent nationaliser. Il y en a qui sont plus conservateurs. Moi, je suis plus progressiste. Donc, on est un rassemblement, donc c'est tout à fait normal. Mais je me sens capable de défendre chaque programme lorsque je le trouve pertinent, qui est le nôtre. Il n'y a pas un programme de ce côté. Et maintenant, je peux être parfaitement d'accord avec vous sur la réalisation de ce programme, qui n'est pas toujours correct. Qui n'a jamais été correct même. Non, aucun programme n'est réalisé. Puisque même le dernier de vos mandats, là, tu te demandes que vous avez réalisé quoi? Quelles étaient vos convictions? Quels étaient vos projets? Alors c'est ça qu'on demande à l'opposition, d'utiliser les faiblesses. Le problème, non. Je suis pas l'opposition du parti au pouvoir. Le problème avec eux, c'est le problème avec RDPC et le parti au pouvoir, c'est quoi? Le problème avec RDPC, ils n'ont pas de projet.
et il piétine. Voilà le riz qu'on Et distribue. puis, tu le fais. Pasteur, on va continuer. D'accord. Bonsoir à vous au studio. L'opposition camerounaise est ménopausée, tout comme ça. La seule chose qui reste constante dans leur programme, c'est le Biamosgo. Thierry Evina Nimbama à Yaoundé qui envoie ce message. Bonjour le panel. Sujet pertinent. Le rapport de force est très inégal entre l'opposition et la coalition des partis politiques au pouvoir. Le parti au pouvoir a les moyens de sa politique, y compris l'usage de la force, l'intimidation, la fraude. Voilà. Par contre, l'opposition est dans l'incapacité de sensibiliser tout le triangle national. Le parti au pouvoir a battu campagne en 2018 avec comme programme la force de l'expérience. Les électeurs ont leur part de responsabilité. William, depuis le Canada, qui nous écoute là-bas et qui donne son point de vue. On vous salue, hein, la communauté camerounaise au Canada. Bonsoir Gisette, bonsoir à ton panel. Juste une question. Est-il possible de mener une activité politique sans autorisation des autorités? Vous, journalistes, jouez un très mauvais jeu en accusant les opposants de ne pas se déployer sur le terrain. Bonne émission, Emmanuel Dequier. Je ne sais pas si c'est une question posée aux journalistes. Si l'opposition, est-ce qu'on vous empêche de vous déployer? Non, pour qu'on se déploie, il faut qu'on ait une autorisation. La forme de déploiement, là, c'est quoi? Par exemple, il faut qu'on obtienne, qu'on déclare nos manifestations. C'est ce qu'ils ont défini. Oui. Et au bout du processus, vous savez qu'à la déclaration, il peut y avoir une interdiction. Et ça, c'est connu. Ça fait partie du quotidien des partis politiques de l'opposition. Vous savez, tout le problème... Moi, je vois Cabral sur le terrain. Hein. Non, vous voyez Cabral sur quel terrain véritablement c'est dans les médias. Moi, je le vois, c'est sa stratégie. Non, son déploiement, même de présentation de son ouvrage, a connu des interdictions récemment. Oui. Je suis au quotidien avec... Allez-y. Oui, je vous le dis. Après Douala, Boumiebel, Yaoundé était annoncé, et puis je crois qu'il y avait l'Est. De toute façon, on a dû leur demander de se calmer un peu. Parce qu'au préalable, ils sont obligés de prendre les raccourcis. Oui, on peut pas. Donc voilà, il a répondu à la question. Il dit que les partis politiques ne se déploient pas facilement. Et pour les journalistes, puisque la question est posée aux journalistes, je crois que nos antennes sont ouvertes régulièrement. Mais le problème, c'est le type de déploiement. Oui. Là, il s'agit des réunions publiques ou des meetings. Qui sont encadrés par une loi. Ce n'est pas la seule modalité de déploiement. De nos jours, il y a d'autres modalités de proximité. Donc, les meetings, c'est une chose, mais je ne pense pas que ce soit au meeting. En général, ceux qui viennent au meeting, ce sont les convaincus déjà. Ce n'est pas forcément la seule modalité. Le problème ici n'étant pas la nature des gens qui viennent. Alors, ce qu'il faut au préalable avoir. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas faire du porte-à-porte et ainsi de suite? Impossible. Faites du porte-à-porte, on vous dit que vous avez violé la loi, vous êtes en campagne, pas faire de D'accord. Qui a organisé la campagne, non? Non, pas le porte-à-porte actuellement. On n'est pas en campagne. On est dans les activités permanentes du parti. Toute activité là, toute activité qui vont faire. Allez dire, vous dites aux gens que voici ce qu'on a pour pouvoir. Comment vous demandez que vous dites quoi aux gens? Non, je dis que ce sera un péché, c'est ce que je veux dire. Ok, bonsoir le panel. N'embrouillez pas les gens avec les gros mots. Les Camerounais, dans leur immense majorité, ne veulent plus de ce régime. Voyez-vous, même les RDPCistes ont du mal à défendre le bilan. On veut le changement tout court, même si c'est avec n'importe qui. Depuis 42 ans, ce programme n'arrive pas à s'implanter. S'il n'a pas pu réaliser son programme pendant les 42 ans, il n'est plus en capacité de le faire en 7 ans. Raphaël Dingui, depuis Marois. Raphaël Loutiki, tu es là. Voilà, il faut t'inscrire et aller voter. Bonsoir le panel. L'opposition camerounaise marche d'abord à rang dispersé. Aucune feuille de route crédible, aucun projet de société présenté, aucune définition de la politique économique, aucun projet de restructuration dans les domaines tels que la santé, l'éducation, l'agriculture, etc. J'ai l'impression que cette opposition a été contaminée par le RDPC. François-Xavier Dobala, qui donne son point de vue. C'est toujours bien d'écouter le terrain. Je demande à nos 13 opposants d'aller véritablement apprendre à faire la politique africaine et camerounaise en particulier, car ils nous apportent la politique européenne. Non seulement ils sont absents dans la vie des populations, ils ne proposent rien de concret et ne sont pas convaincants. Là et là, c'est un problème. Si un gars a faim et vous venez lui dire la messe et un autre lui donne du pain, croyez-vous qu'il va suivre qui? L'argent, même ils n'ont pas. C'est un problème. Rendez-vous compte dans un bureau de vote, vous êtes scrutateur, vous passez une journée sans manger, mais par contre, le grand d'en face
mange. Quelle sera donc la réaction de l'autre qui parle des besoins d'organisation de l'opposition? Bonsoir Jean-Jacques Zé et à ton panel. Dites au maire à Temengue que nous connaissons comment le RDPC gagne les élections au Cameroun, mais qu'il soit rassuré que les Camerounais ne sont plus dupes. 42 ans après, nous avons toujours les problèmes basiques. Manque d'eau, électricité, de routes, hôpitaux. 2025 ne sera pas 2018. Nous allons envoyer M. Paul Biya et son gouvernement à la retraite. Nous attendons plus rien de ces gens. Passons à autre chose. Cyril, depuis Yaoundé, Bertrand Bama ajoute qu'il faut dire à ce pasteur d'être calme. J'ai l'impression que c'est un pasteur qui bagarre avec ses collaborateurs à l'église. À propos du sujet, j'apprécie la démarche de l'opposition dans l'optique de rendre le jeu équitable avec un code électoral consensuel, mais sauf qu'ils oublient que nous sommes au Cameroun et c'est le RDPC qui est au pouvoir et ne souhaite pas laisser ce pouvoir à quiconque. Le RDPC définit la politique comme étant la conquête, la conservation du pouvoir, c'est pas la définition du RDPC, par tous les moyens, raison pour laquelle ils feront les efforts pour que les dés soient pipés dès le départ. Tant sur le plan de l'organisation, c'est trop long, on ne va pas lire tout cela. Jean-Baptiste Atemengue, on n'est pas tendre avec le RDPC. Hein. Bon, ça dépend de l'échantillon que vous avez. En tout cas, sur les 3-4 messages qu'on a lus rapidement là. Le RDPC a un bilan à défendre, ça c'est évident. Le bilan n'est pas parfait, ça c'est une évidence aussi. Mais il n'est pas tout noir non plus. Je pense que c'est cette explication que nous faisons, explication réaliste sur le terrain. On a le droit de rêver, de planter aussi le drapeau un jour sur d'autres planètes, mais il faut que cela se fasse progressivement. Et c'est cette progressivité qu'il faut construire. Les programmes politiques, même de nos adversaires, doivent intégrer cette progressivité qu'ils rejettent d'emblée. Et vous ne pouvez pas vendre la révolution, parce que même, et ça, vous l'avez vu, la référence de Trump hier, vous verrez dans 6 mois, l'Amérique restera l'Amérique. Il y aura quelques nuances, mais c'est un spectacle, une nouvelle majorité arrivée, mais les structures américaines, on ne les bouge pas d'un État, on ne les bouge pas comme ça. Donc, il y a le côté spectaculaire, mais après, il y a un ensemble de mesures politiques concrètes qu'il faut prendre et qui peuvent porter les fruits peut-être quand il ne sera plus là. Au gouvernement, il ne faut pas croire qu'à peine il est arrivé, même s'il prenait des mesures, c'est tout de suite. Et je pense que c'est cette lecture que nous faisons en général avec les problèmes auxquels font face les populations. Il y a des mesures d'urgence quand il y a urgence, mais la politique économique est structurelle et elle a... Moi, j'attends, parce qu'il disait tout à l'heure qu'il y a un parti politique qui a, par exemple, proposé la nationalisation de la gestion de l'énergie. On peut en débattre, justement. Ce type de proposition, on voit quelles sont les conséquences, l'applicabilité même au Cameroun, et ainsi de suite. Parce qu'on l'a déjà expérimenté dans l'histoire. Nous, on s'est ajusté. Donc, c'est là le problème. Et quand vous expliquez donc à un Camerounais que ce qu'on vous propose là, c'est du déjà vu. Et contrairement à ce qu'il pense, ça va produire telle conséquence. Et nous pensons que ce n'est pas la solution. Il va comprendre. Donc, il faut, au-delà du fait que... Parce que c'est trop simple. C'est trop simple. Si vous allez... En 2025, dire le président Paul Biya mis 42 ans au pouvoir, voter contre lui. Beaucoup de gens vont vous dire que ça ne suffit pas pour régler le problème. D'accord. Parce que d'abord, tout ne dépend pas que de lui. Voilà. C'est tout à fait normal. Alors, c'est ce qui revient le plus. On est dans la décentralisation. Oui, Jean-Baptiste. On souhaite que la décentralisation avance, que les décisions soient prises par les CTD, les compétences qui ne relèvent plus du président de la République. Si on donne les moyens au conseil régional et à la commune, vous n'allez plus accuser le président de la République qu'il est responsable des problèmes de santé primaire. D'accord. D'accord. Ce qui revient le plus, vous l'avez constaté justement, oui. c'est ce que vous dites. 42 ans, c'est trop. Il doit partir, même si on met n'importe qui au pouvoir. Est-ce que c'est un discours finalement vendable? Parce que parallèlement, vous avez aussi des motions de soutien qui viennent du nord au sud, de l'est à l'ouest,
pour celui qui a mis 42 ans au pouvoir, est-ce que ce n'est pas un marronnier, ce genre de discours qu'on a dit il y a cela quelques années et qu'on répète aujourd'hui, qu'elle a 42 ans, il doit partir? Ça se vend? C'est vendable? Mais moi, je ne comprends pas pourquoi vous trouvez que c'est un truc qui ne sonne pas aux oreilles. Le simple fait qu'on ait la même machine depuis un bon bout de temps peut peser. La fatigue, l'usure du pouvoir, le temps fait son travail. Mais sur les forces en présence, il n'y a pas un projet dedans. Est-ce qu'un projet, c'est il a mis 42 ans qu'il parte? Le fait de dire qu'il parte est tout un projet. On enlève quelqu'un de 42 ans comme si on enlevait quelqu'un qui a fait 10 ans. Parce que le RDPC, c'est d'abord une machine de guerre. Il ne faut pas que les gens oublient ça. Et moi, je dis souvent machine diabolique de guerre. Le RDPC, c'est au moins machine de guerre. C'est au moins 3 860 000 responsables de cellules. Oui. Au moins. C'est une machine. 3 860 000 responsables de cellules de partis. Le président de la République du Cameroun a été élu par moins de 3 millions d'électeurs, si je ne me trompe pas. Oui. 2 millions. 2 millions quelque chose. En prenant déjà d'abord ça, ce qu'il faut qu'on dise au Cameroun, c'est qu'il n'y a pas une opposition ou des oppositions sans un peuple qui ne s'oppose à rien. Il n'y a pas une opposition avec des citoyens spectateurs. Je ne parle pas des citoyens imbéciles, imbéciles. Mais il n'y aura pas d'opposition au Cameroun sans un peuple qui ne s'oppose à rien. Alors, tout le monde est la assez au chaud. majorité s'oppose donc à quoi? Là, au président qui a mis long? Ou alors vous venez avec des propositions qui montrent qu'il a mis long, mais il n'a rien fait. Voilà ce que nous on propose. Les Camerounais n'ont plus besoin qu'on leur explique ce qui ne marche pas. Chacun sent ce qui ne marche pas dans sa chair. Si vous avez des gens qui trouvent qu'aller à l'ECAM, attendre, s'inscrire et rentrer est plus compliqué qu'aller s'aligner pendant 3 heures dans un sac de riz est facile. Si vous avez des gens qui choisissent de prendre un pain, mais ça demande parce que ça existe, et un sardine et un vin rouge, on retient les militants. On les a que c'est compliqué. Il a fait 2 heures sous le soleil. Et M. Atengui a dit quelque chose de fondamental. Ceux qui viennent au meeting, ce sont les militants. Non, ils sont déjà dans la machine. C'est vrai, la majorité. Oui, c'est les militants qui viennent au meeting. La majorité sont des militants. Mais j'ai dit que la soif du changement doit se manifester de plusieurs manières chez les Camerounais. 1, on doit sentir qu'ils vont s'inscrire. 2, on doit sentir qu'ils sont curieux. Ce n'est pas encore. Ça monte, mais ce n'est pas encore. C'est ça la curiosité. C'est ça qui est la curiosité. Ça monte, mais vous voulez que ça change et vous n'utilisez pas les outils de changement. Jean-Gestion déjà avancé. Oui. Donc il faut dire qu'on ressente ce besoin-là chez les Camerounais eux-mêmes. La deuxième chose, il faut que chacun soit conscient du contexte dans lequel on baigne. 7 partis sont mis ensemble pour proposer un collecteur alternatif. 7 partis qui ont des députés. Un préfet, un sous-préfet à Yaoundé ont refusé qu'il fasse une conférence de presse. Quand on est dans un climat comme celui-là, vous ne pouvez pas faire les parallèles avec les États-Unis, la France et autres. Ils veulent faire une conférence de presse pour parler aux Camerounais. Un préfet dit que vous ne le faites pas. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas eu lieu. La preuve, Mme Tomaino a dit au président de la République. Mais le document est prêt ou pas? Le document a été même envoyé, ils ont la décharge. C'est pas l'essentiel. Et le président a dit, je n'ai pas être violé. Les gens sont regardés. C'est pas le plus important. D'accord. C'est parce que jusque-là, justement, le président a dit, je n'ai pas vu ce document-là. Il a dit, je ne suis pas au courant que ce document existait même déjà. Oui. Donc, ça remet encore en question toute cette affaire-là qui n'est pas l'apanage, qui n'est pas le devoir d'un groupuscule. Le changement n'est pas l'affaire de l'opposition, il faut qu'on enlève ça dans l'esprit des gens. Le changement est l'affaire des citoyens. Un opposant, pour moi, c'est en fait quelqu'un qui est comme une forme de récupérateur, qui s'essaie de pleurer des gens pour proposer autre chose. Si vous ne pleurez pas, si vous vous couchez, vous attendez le riz, il n'y aura pas d'opposition. Il n'y a pas de gens qui naissent opposants. Il faut qu'on enlève ça dans la tête des Camerounais. Si chacun se plaît, tel que le pays est là, mais il n'y aura pas d'opposition. Les Camerounais se plaignent quand même. Ne serait-ce que pour le basique, l'eau, électricité et autres. Il y a des efforts qui sont peut-être faits aujourd'hui, mais il y a des plaintes dans le fond qui sont là depuis des années. Et le Camerounais attend qu'un opposant se lève pour dire que moi, si je suis élu, c'est réglé en 2 ou 3 mois. Il va dire ça comment? Il va pas. Justement, Jean-Jacques, un citoyen éveillé, un citoyen à l'aide, c'est un minimum. Il a sa carte d'électeur. S'il a d'abord la CNI, c'est bien. Il a sa carte d'électeur, il est dans une association au moins. Il y a des Camerounais qui ne sont même pas dans le conseil paroissial de leur village. Mais ils aiment quand les gens déguisent une barrière au quartier. Il est dans un parti politique. Parce que c'est normal dans un parti politique. Mais vous avez des gens qui n'ont rien de tout ça. Ils n'ont pas de CNI. Ils n'ont pas de carte d'électeur. Ils ne sont dans aucune association, dans aucun parti. Mais ils attendent que ça change. On ne construit pas, on ne change pas avec des gens qui s'engagent parce que ça change. Il faut que les gens comprennent ça. Quand on prend les Américains là, quand Trump parle, dès que chacun sent que quelque chose a un intérêt dans sa vie, il se manifeste, il se lève, il se mobilise. On ne dit pas aux gens que peut-être alignez-vous dans la rue, non. Prenez le courage d'aller faire votre égal et on voit. Vous n'êtes pas capable de le faire. Vous attendez que qui?
qu'un opposant venu comme le Seigneur, comme Jésus, vous dit qu'allez, je vous amène vers le changement. Ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Alors qu'est-ce qui aura lieu? Et je pense que ça, si on garde la même mentalité, les mêmes causes production, les mêmes effets, Bravo. on va subir encore ce gouvernement. Si on garde la même mentalité. Et là vous adressez à qui? Aux citoyens. C'est au Cameroun qu'il faut parler. Inactif. On ne peut pas parler au RDPC. C'est ça que nous on parle de Inactif. Jean-Jacques, Vous avez 360 Non, c'est pas le nombre de Jean-Jacques, moi je parle. Ça a été construit. Jean-Jacques, moi je pense que moi je peux parler au RDPC. On peut parler. On peut parler. Il a 42 ans, il est calme, il est assis. Ils sont 3 millions au moins des espaces de cellules. Ceux à qui il faut parler, ce sont ceux qui espèrent, attendent sur le changement. Comportez-vous comme des gens qui veulent le changement. C'est tout. Vous savez, j'ai commencé mon militantisme très actif en France. Je suis rentré au Cameroun. Dans ma circonscription, pour vous parler d'une expérience, il n'y avait jamais eu une élection démocratique au sein des organes de base pour désigner les présidents de section RDPC. La première fois que ça a eu lieu, c'est en 2015, suite à la réforme interne du parti en 2011. Avant, c'était de grands électeurs, donc c'était réduit. Mais là, c'était au suffrage universel en 2015. Je voulais être président de section. Les conditions, je ne les remplissais pas parce qu'après, on avait mis qu'il fallait avoir été membre du bureau de la section considérée. Donc, j'ai mis celle qui était secrétaire dans notre bureau. Qui remplissait les conditions. Qui remplissait les conditions. Elle est passée présidente, moi vice-présidente. C'était une jeune dame de 36 ans. Et ça a créé un choc. Voilà. Mais le choc, c'était, pour certains, de dire c'est inadmissible qu'une jeune dame de 36 ans dirige la politique ici à Oumoumou. Nous allons nous présenter désormais. Nous, on pouvait encore, Jean-Baptiste, on pouvait accepter que tu sois, mais comme tu te désistes, moi, nous n'allons pas accepter l'offre que tu nous fais. Donc, il y a eu 5 listes à la section. Et nous avons mené, pendant les 2 semaines de campagne réglementaire, la campagne. Et je peux vous dire que j'ai vu une telle mobilisation, y compris les vieilles mamans qui ne sont pas allées au champ pendant 2 semaines, les jeunes, les moins jeunes, tous les villages étaient en ébullition. Et certains candidats ont même demandé le jour de l'élection d'où venaient les électeurs. Parce qu'ils n'imaginaient pas qu'il y avait autant de personnes capables de se lever et d'aller voter. Et la liste de la jeune a gagné. Dans le parti. De loin. Oui, dans le parti. Ah non, la pression est importante, mais c'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage. C'est ça. C'est une mobilisation dans le parti. Mais effectivement, si je peux vous dire, beaucoup de tous ces gens n'avaient jamais participé à une telle élection, même interne au sein du parti. Ils allaient justement voter. Mais est-ce que les électeurs, nos élections, même dans les partis d'opposition, chez nous même encore, il y a parfois des primaires, mais très souvent, quand il faut aller voter, ce ne sont pas les électeurs qui ont choisi les candidats des partis. On impose. Bon, si le parti est crédible à cet endroit, on soutient le candidat qui a été choisi par la hiérarchie. Alors c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la mobilisation, la culture, quand vous dites la mobilisation, ce n'est pas... ça se décrète pas. Ça ne se décrète pas. C'est une organisation. C'est une organisation pour intéresser les gens. Et ce n'est pas le jour, comme on disait à l'école, ce n'est pas le jour du marché qu'on nourrit la bête. Je peux vous dire, parce que dans 7 mois, on va convoquer le corps électoral pour l'élection présidentielle. Nous sommes structurés, nous sommes organisés. Chacun de nous, moi je suis vice-président de section, je sais que je dois convaincre, je dois entraîner des centaines d'électeurs. Chacun de nous au sein du parti. Le président Paul Biya en 2018, il a tenu combien de meetings? Un seul. De moins de 30 minutes. Et alors, mais vous avez vu combien de meetings pendant les 2 semaines? Combien de meetings
des milliers de meetings du RDPC sont tenus sur tout le territoire. Donc, chacun de nous devient tout de suite un soldat, mobilise. D'accord. Alors, et ça, c'est parce que nous sommes organisés. Et nous, il va chuter. Et nous sommes prêts. Et pendant ces 2 Et ceux qui donnent les secrets de la recette. Non, il y a anecdote pour anecdote. En 2020, moi, j'étais candidat à la mairie de Lobo. Vous savez, on a eu 47%. Quand je parle de l'électeur imbécile, je sais de quoi je parle. Et vous avez vu combien? 37%. C'est un bon chiffre. Oui. C'est un bon on chiffre. l'a entendu quand il y avait l'opposition et tout ça. Ici à côté. Mais quand je parle de l'électeur imbécile, c'est que même à moins 1 heure de l'élection, quelqu'un changeait d'avis parce qu'on lui avait promis 2000. Est-ce qu'elle est imbécile? C'est un imbécile parce qu'en réalité... Non, vous répartirez le vote là-bas. Hein? Oui, je sais. Mais là, moi, je vote là-bas. C'est un imbécile parce qu'en réalité, il ne vote pas le projet qu'on avait présenté. Nous, on avait par exemple proposé aux gens de faire de Lobo un pôle de production de la banane plantain. Oui. C'était contraire. C'est un business plan clair. Mais vous n'avez pas assez convaincu. Non, on a convaincu, mais à la fin, il veut conclure l'opposition parce qu'au terme d'ici, j'avais le bulletin de l'opposition, le bulletin de vote de l'adversaire du RDPC, tu as 2000. On ne sort plus avec les bulletins, non? Non, est-ce qu'on fuit les gens? On laisse tout dans le Non, sac. il faudra encadrer en vérité, la majorité des Camerounais, à ce moment, ne souhaitent plus voter pour le RDPC. Alors, il y a la notion, Benoît Nkono de crédit, quand tu dis la majorité des Camerounais, en ce moment, ne souhaitent plus voter pour le RDPC. Ils préfèrent voter pour l'opposition, même si n'importe quel candidat, nous en avons marre de ce régime, ça devient difficile parce que c'est peut-être le discours qui endorme aussi l'opposition. Quand on leur dit que la majorité est contre le RDPC et les gars croisent les bras, ils sont surpris. Non, on ne croise pas les bras. Alors le grand soir, ils seront désagréables. Alors Papa Bilé depuis Douala, on ne prononcera pas les mots compliqués ici. Moi je voudrais demander au RDPC, le riz, c'est seulement pour Yaoundé et Douala. La question va poser au ministre du Commerce. Est-ce que d'autres villes ne votent pas Rebecca du côté des DA? J'en ai reçu 2 camions déjà en Goumou. Il y a 2 camions en Goumou. Pourquoi ne pas, au lieu de partager le riz, pourquoi ne pas diminuer le prix? Ça, c'est parce que M. le maire en a fait la demande. C'est le RDPC est présent partout. C'est pour les populations. Voilà, le RDPC est présent partout et reste groupé derrière le vieux. Malgré les divisions internes, l'opposition est également assez présente, mais assez divisée. Je suis apolitique, mais en dehors de Cabral, tous les autres ne convainquent pas. C'est un cri. C'est bon. Et d'autres les autres tergiversent. Prenez c'est le terrain qui parle. L'administration RDPC empêche le déploiement des partis politiques de l'opposition. Dès qu'un parti politique de l'opposition veut se mouvoir, ce sont les interdictions, les sous-préfets partout et même du ministre de l'administration territoriale. Il faut féliciter les membres de l'opposition qui se battent comme ils peuvent et nous devons les encourager car ils ont de très bons programmes. Bobo, du côté de Douala, Bobo a déjà lu vos programmes. L'opposition au Cameroun ne rassure pas les lecteurs à cause de leur division. Chacun veut être le tireur de coups francs face à la machine RDPC. Les électeurs ont également leur part de responsabilité dans le statu quo. On n'appelle pas, permettez qu'on lise rapidement les messages, on est en train de sortir. Le programme du RDPC est axé sur la fraude électorale et les intimidations. Les juges, par crainte de représailles, refusent de délivrer les ordonnances aux partis d'opposition pour leur permettre de requérir les huissiers de justice en vue de... Le message n'est pas signé. On a vu le contentieux en direct à la télé. Ça, c'est une évolution. Venez avec les dossiers qui sont compromettants en direct. Bonsoir Jean-Jacques Zé et à tes invités. La vérité est que tous les Camerounais veulent le changement, mais au lendemain des élections, on nous dira encore que c'est la même personne qui a gagné. Merci Yannick Joël depuis Yaoundé. Il faut d'abord voter. Je pense que la stratégie utilisée par le RDPC pour gagner les élections est de se présenter même dans les derniers villages du pays
où ils promettent toujours d'envoyer une route chaque année. Sinon, la politique camerounaise est très très endormie. Les militants opposants ne sont pas convaincants, comme les témoins de Jéhovah. Jean Mou, depuis Yaoundé. Les témoins ne sont pas convaincants ou bien... Il y a les témoins au Cameroun. Ils doivent être convaincants. Est-ce que les témoins de Jéhovah font du porte-à-porte et qu'ils arrivent à convaincre? Ce que l'opposition n'arrive pas à faire. Est-ce qu'on les empêche? Alors je demande à nos 13 opposants, oui, l'argent, même s'ils ont, c'est déjà dit, l'imbécile, c'est celui-là qui n'a pas les moyens de sa politique, mais s'engage sur un terrain politique, quoi, sa définition de l'imbécile. Maintenant, le pasteur a-t-il déjà refusé l'offrande d'un pauvre? Pasteur, tu veux que les autres refusent la sardine. Toi, tu as refusé l'offrande d'un pauvre. Est-ce qu'on refuse l'offrande? C'est pour construire l'église, non? C'est pour construire l'église. Bonsoir, Jean-Jacques, s'il te plaît. N'invite plus les gens du RDPC sur le plateau. Rien qu'en les voyant, ils provoquent l'AVC. On doit prendre un verre d'eau. Prends un verre d'eau, tu respires fort. Enlève les organes. Comme on dit au quartier, monsieur, on vous dit merci. Je crois qu'on n'a plus du temps là. Qu'il soit surtout tolérant. Prends un verre d'eau. La démocratie, c'est un jeu. Mon frère, ne met pas le cœur dedans. Les AVC, on ne veut pas. C'est ça qui est gratuit. Le traitement est cher. Il est même très rare. Écoutez ce qu'on vous propose. Choisissez ce qui est intéressant pour vous. Allez vous inscrire. Allez voter. Le moment venu, ne mets pas le cœur sur ça. Même si ton AVC gagne, vraiment, continuons. Attendons la prochaine fois. La prochaine émission, c'est demain à 17h sur la même chaîne. Avec beaucoup de plaisir. Très bonne soirée à tous.